Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Le premier volet de la saga Biohazard, réalisé par Shinji Mikami, sort en 96 au Japon, tout d'abord sur PlayStation, puis sur Saturn en 97. Salut tout le monde, c'est Caro. Vous savez, des fois je présente Phase S, et bah pour la spéciale Biohazard, on est carrément parti au Japon. Et c'est parti, Hachimaruzo. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Phase S, spéciale fin d'année dédiée à la saga Resident Evil, Biohazard en version originale. Avec notre invité Michael, webmaster du site Resident Evil Collection.fr, nous revenons sur une saga mythique du jeu vidéo et de son adaptation sur grand écran. Nous en avons profité pour tourner quelques séquences au Japon avec notre présentatrice Caroline et espérons vous emmener un peu avec nous dans nos valises. Inspiré de Alone in the Dark de Frédéric Rénal, principalement pour son gameplay, Resident Evil pose ici les bases du survival horror. C'est vrai que c'est une très grande histoire, puisque on peut déjà commencer par l'arrivée de Mikami chez Capcom, qui s'est fait de façon, je dirais, presque hasardeuse. Mikami était quand même un grand fan de jeux vidéo, il avait le but de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, mais si jamais il a eu vent d'une opportunité chez Capcom, c'est par un ami qui lui a donné un flyer où il faisait une session de recrutement. Mikami, à l'origine, il y va parce qu'il a vu qu'il y avait un buffet gratuit. Il voulait manger gratuitement. Il se rend sur place et finalement, après s'être bien rempli la panse, il se rend compte qu'en discutant avec des employés de Capcom, il y a des belles opportunités de carrière chez Capcom. Il fait ses entretiens qui se passent bien et il est reconvoqué 15 jours plus tard. 15 jours plus tard, il hésite parce qu'il avait fait aussi des entretiens chez Nintendo où on le convoquait pour une deuxième batterie d'entretien. Donc il a déjà dû faire un premier choix, il a choisi Capcom. Il a travaillé pendant des années sur beaucoup de titres, notamment des jeux Disney. Il avait été vraiment connu pour son perfectionnisme, son jusqu'au-boutisme, parfois même trop loin. Il a déjà eu, dans d'autres épisodes, dans d'autres jeux, des membres de son équipe qui désiraient partir, tellement il pouvait être exigeant. Donc pendant des années, il va travailler sur certains jeux. On va avoir ensuite l'intention de Capcom de faire une suite spirituelle à un jeu qui était sorti sur la Famicom, donc la NES chez nous, qui s'appelait Sweet Home, un jeu d'horreur qui était basé sur un film du même nom là-bas. Il voulait profiter des capacités techniques de la PlayStation pour faire un jeu encore plus effrayant. Donc un jour, un des supérieurs de Mikami vient le voir pour lui poser une question toute simple. Est-ce que tu aimes avoir peur? Et Mikami, ah non, pas du tout. Très bien, j'ai un projet pour toi. Et plus tard, son supérieur avouera que si Mikami avait dit oui, j'aime avoir peur, il ne l'aurait pas embauché sur ce projet. C'est vraiment le fait de ne pas aimer avoir peur et donc lui-même de ressentir ce que le joueur pourrait ressentir qui a fait qu'il a eu ce projet allié à toutes les qualités de Mikami en tant que producteur auquel Capcom croyait. Donc le jeu est passé par énormément de phases différentes. Au début, le jeu aurait pu être un jeu à la première personne, où on ne voyait pas le personnage, on voyait juste sa main et un pistolet avec les ennemis en face de soi. Un peu, on pourrait dire, à la manière d'un Call of Duty aujourd'hui. Mais ils se sont vite rendus compte que les capacités techniques de la PlayStation ne permettaient pas de faire tout ce qu'ils voulaient, un nombre d'ennemis et d'objets très limité à l'écran, et surtout le sentiment de peur en fait n'était plus là. Donc ils sont orientés vers des angles de caméra fixes, inspirés clairement de Alone in the Dark de Frédéric Rénal. Ça avait toujours été démenti par Capcom et Shinji Mikami l'a admis que le jour où il a quitté Capcom et que contractuellement il n'était plus obligé de dénier ça, ce qui a vraiment fait plaisir à Frédéric Rénal. Au début c'était donc un jeu Biohazard qui n'avait pas de grandes ambitions en fait. Ils voulaient se démarquer par rapport à leurs autres licences, puisqu'ils avaient des licences comme Street Fighter, comme Mega Man. Ils voulaient un nouveau style de jeu.
À la maison mère, voilà, à Osaka, ils croyaient vraiment pas à un grand succès de ce jeu. Tout le monde se disait, mais Mikami va trop loin, il veut faire trop de choses, il est trop perfectionniste pour un jeu qui n'a pas cette ambition. Des collègues se moquaient un peu de lui et tout le monde est tombé des nues en voyant le succès de ce premier épisode qui s'est jamais démenti depuis. À l'époque, il y avait la PlayStation, mais aussi la Saturn, qui étaient deux consoles très concurrentes. L'épisode Saturn est sorti plus tard, puisqu'il est sorti en 1997. Le développement sur Saturn était beaucoup plus compliqué, ça n'a pas facilité la tâche, je dirais, des programmeurs chez Capcom. Donc, sorti un an plus tard, ils offraient un magnifique artbook qui s'appelait The True Story Behind Biohazard, avec des artworks exclusifs que personne n'avait jamais vus, hormis dans certains guides de jeu. Il y avait une histoire, il y avait même des images qu'ils ont utilisées pour faire les vidéos, un storyboard là-dedans, mais il y avait aussi beaucoup de révélations sur le jeu. Ça dévoilait énormément de choses sur l'intrigue. Donc très vite, ce livre qui était offert a finalement été retiré par Capcom, puisqu'en fait une personne qui le prenait et qui se disait c'est presque un livret d'instructions se dévoilait toute l'intrigue du jeu. Néanmoins, ce jeu-là est aussi très intéressant parce qu'il possède des spécificités que la version PlayStation n'a pas, notamment un mode battle où le joueur doit dans un temps déterminé vaincre un certain nombre de monstres dans un certain nombre de pièces. Et il y a aussi dans l'histoire principale un deuxième tyran qui est même de couleur jaune si je dis pas de bêtises, qu'on ne rencontre jamais dans l'épisode PlayStation. L'histoire du jeu raconte celle de l'équipe Alpha d'une unité d'élite de la police de Raccoon City, les Stars. Celle-ci part à la recherche de leur équipier, l'équipe Bravo, qui a disparu dans les montagnes d'Arkley. L'équipe Bravo était venue enquêter sur des crimes bizarres et la présence de zombies. C'est comme cela que nous allons faire la connaissance de Chris Redfield, de Jill Valentine, d'Albert Wesker, de Barry Burton, Joseph Frost et Brad Vickers. Au fil du jeu, nous découvrons l'équipe Bravo, ou plutôt ce qu'il en reste. Rebecca Chambers, Enrico Marini, Forrest Payer, Edward Dewey, Kenneth J. Sullivan et Richard Eken. Le tout avec un dénouement étonnant après avoir vaincu une multitude de monstres et de zombies. Ce premier volet, surtout en prenant le personnage de Chris, sera très difficile et il n'était pas rare de se retrouver sans cartouche ou sans ruban encreur pour sauvegarder sa partie en cours. Ce premier volet est un immense succès et s'écoule à plus de 2,7 millions d'exemplaires sur PlayStation et totalisera un chiffre d'un peu plus de 5 millions avec ses versions Director's Cut et Director's Cut DualShock. En plus de Mikami, nous trouvons Tokuro Fujiwara comme producteur, Takahiro Harimitsu et Isao Oichi pour le design et Yasuhiro Honpo à la programmation. Enfin, 3 compositeurs sont présents pour les musiques, Makoto Tomozawa, Koichi Hiroki et Masami Ueda. Pour la petite anecdote, c'est Bill Sienkiewicz, le célèbre dessinateur de comics Marvel, qui réalisa la jaquette de la version américaine et européenne du jeu. Jeu inclassable à sa sortie, Capcom inventa une nouvelle catégorie pour Biohazard, le Survival Horror. La saga était lancée. Après le succès du premier volet de la saga, Resident Evil 2 sort en 98, toujours en priorité sur PlayStation, puis par la suite sur PC, Nintendo 64, GameCube ainsi que Dreamcast. Alors le développement de Biohazard 2 est en effet lui aussi très chaotique, on pourrait dire, parce qu'après la sortie du premier épisode, Capcom se rend compte qu'il y a énormément je dirais, de capacité avec cette saga-là. Ils veulent d'ailleurs en faire maintenant une saga, alors que ça devait être juste un épisode tout seul, ça devait être un one-shot. Ils pensent dans un premier temps à faire un jeu qui s'appelle Biohazard Dash, par facilité. Ils veulent reprendre les décors du premier jeu en rajoutant des toiles d'araignée, etc. avec un scénario où en gros, les gens, la population de Raccoon devient des plantes. C'était de la facilité et finalement ils abandonnent très vite cette idée. Ils repartent donc sur un épisode Biohazard 2. Shinji Mikami a pour idée de dire on fait des épisodes complètement indépendants avec des acteurs indépendants, des héros indépendants pour pas s'attacher trop au premier et surtout que ces gens-là soient toujours des héros qui se retrouvent, je dirais, perdus dans l'environnement dans lequel ils tombent. Donc commence le développement avec 2 héros, Léon S. Kennedy et Elsa Walker. Le développement dure un petit moment quand même, au minimum 1 année. Aujourd'hui ça paraît peu, mais à l'époque c'était beaucoup. Avant qu'il se passe beaucoup de choses, puisqu'une grande partie de l'équipe est débauchée par Square, qui voulait créer eux aussi un jeu de ce type-là, qui s'appellera derrière Parasite Eve. Donc il y a une bonne partie de l'équipe qui s'en va.
Et au-delà de ça, Capcom, surtout Mikami, n'est pas satisfait en fait du rendu du jeu. Graphiquement, ça n'a quasiment pas évolué par rapport au premier épisode. Et ça se fait trop vite pour lui, techniquement, il manque beaucoup de choses et de sentiments de peur. Donc, ils se disent, c'est simple, on recommence tout à zéro. Le jeu qui devait sortir en 1997, quand ils avaient annoncé qu'ils étaient à 75% du développement du jeu, et ben ils annoncent, non, le jeu ne sortira pas et on recommence tout à zéro. Donc, un peu stupeur chez les fans. Mais pourtant, un an plus tard, le véritable jeu finira par sortir. Léon S. Kennedy sera toujours là. Par contre, Elsa Walker sera remplacée par Claire Redfield, la sœur de Chris, issue du premier épisode. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus orienté action que le premier, mais qui a eu aussi énormément de succès, puisque c'est le jeu de la saga qui s'est le plus vendu jusqu'à ce que sorte le 5e épisode, tout simplement. Donc il est resté pendant une dizaine d'années indétrônable. Il a en effet été adapté sur PlayStation, on l'a retrouvé sur GameCube, on l'a retrouvé sur Dreamcast, sur PC. C'est un jeu qui, même sans avoir son évolution graphique qu'il y a eu avec le remake, c'est toujours très bien vendu et qui avait une durée de vie qui était aussi exceptionnelle, puisqu'il y avait le scénario de Léon, le scénario de Claire, et pour chaque scénario, il y avait la variante A, B, ce qui donnait en fait une durée de vie qui était fantastique, quoi. Resident Evil 2 se situe quelques mois après les événements du premier volet et compte l'histoire du jeune Léon S. Kennedy dans ses premiers jours d'affectation dans la police de Raccoon City. Il découvre la ville infestée de zombies et fait la connaissance de Claire Redfield qui est à la recherche de son frère, Chris Redfield, le héros du premier opus. Faisant équipe pour survivre, ils vont suivre des chemins différents pour se rejoindre au commissariat de police et pouvoir trouver une issue pour quitter la ville. Entre les zombies, les lickers, les chiens zombies, les plantes vénéneuses et surtout Mr. X, il faudra réussir à gagner un train pour vous échapper sans mourir en cours de route. Pendant votre aventure, vous rencontrerez Sherry Birkin, Ada Wong, Ben Bertolucci, Annette Birkin, le commissaire Irons, selon que vous preniez Léon ou Claire pour votre partie. 4 scénarios étaient disponibles, ainsi que des bonus en finissant le jeu et c'est l'un des volets les plus appréciés des fans. On ne connaît pas le montant exact de son coût de développement, mais il aura une campagne promotionnelle d'un budget de 5 millions de dollars. Il sera l'opus qui se vendra le mieux avec près de 5 millions d'exemplaires vendus. Il rapportera 29 millions d'euros par ses ventes en Europe et près de 20 millions de dollars pour l'Amérique du Nord. Il fit aussi bien qu'un film hollywoodien en termes de recettes et a battu en termes de ventes cette année-là Final Fantasy VII et Super Mario 64. La question étant, qu'est devenue la version 1.5 du jeu ? Alors ça a été une grande frustration des joueurs pendant très longtemps, puisque les joueurs l'ont réclamé. Le jeu est complètement différent, avec des personnages différents, des décors différents. On le voit notamment le commissariat. C'était censé être quelque chose de très moderne par rapport au commissariat qu'on a connu dans le jeu final, qui est en fait un commissariat qui a été mis dans un musée, donc très ancien, avec des décors qui vont avec. Alors que de base c'était très moderne. On a des monstres qui étaient différents aussi. Il y avait des espèces de gorilles, il y avait des interactions différentes. On pouvait fermer des volets quand il y avait des zombies qui passaient en dessous et on les coupait en deux. Donc dans le jeu final on pourra aussi couper des monstres en deux en leur tirant dessus, mais c'est pas pareil. Les décors étaient très bleutés, il y avait une ambiance spécifique qui finalement ne sera pas gardée dans le jeu final. Il y avait des personnages qui ont changé, comme Robert Kendo, l'armurier qu'on ne fait que croiser dans le jeu final, qui avait apparemment un rôle très important dans le 1.5. Donc Capcom avait pour lui clairement tourné la page, hein. C'était non, ce jeu c'est fini, il n'a pas abouti, il est dans les placards, point barre. Mais les gens faisaient toujours le forcing dès qu'ils disaient qu'est-ce que vous aimeriez dans un jeu, qu'est-ce que vous voudriez, quand ils faisaient des sondages, même 10 ans, 15 ans après, on veut l'épisode 1.5. Finalement, ça s'est passé, milieu des années 2000, début 2010. Quelqu'un a réussi à mettre la main sur un prototype, sur un CD de ce prototype. De la part de quelqu'un de Capcom, on ne saura jamais comment. Ils ont réussi à entrer en contact avec cette personne, puisque cette personne avait en fait publié une vidéo sur une console et montrant le jeu et jouant avec, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait ça, mais en fait c'était juste faux, c'était des vidéos. La personne montrait, j'allume la console, je mets mon CD dedans, je joue, regardez, et pour montrer, oui, j'ai un prototype. Cette personne-là a été assaillie de questions par les fans, a été harcelée, ce qui fait que cette personne s'est très vite retirée en fait, des réseaux sociaux, d'internet, pour respirer, parce qu'il ne pouvait plus résister à la pression de savoir comment tu as eu ce jeu et on le veut. Et quelques années plus tard, après de
très grosse négociation pour rassurer la personne et aussi financièrement, lui apporter quelque chose. Un groupe a réussi à obtenir ce CD et a pu ensuite le mettre à disposition du public en retravaillant même certaines choses pour que ça devienne jouable. Parce qu'il faut savoir que ça reste qu'un prototype. Il y a par exemple des portes, on pouvait se mettre dessus, elles ne marchaient pas. Ou alors le personnage se promenait un peu partout. Le jeu n'est fini qu'à 75%, mais c'était pas vraiment jouable, on ne pouvait pas vivre l'aventure. Ils ont mis tout ça à disposition du public. Là, tout le monde a été heureux. Certains ont dit oui, ça aurait été un jeu magnifique. Ils continuent de regretter qu'il n'ait pas vu le jour, mais d'autres sont tombés et ont dit non, en fait, c'était une chimère. J'aurais pas aimé. Mais ça a été quand même quelque chose qui a tenu les fans en haleine pendant presque 20 ans, je dirais. Biohazard 2. Il ne faudra attendre qu'un an pour voir sortir Resident Evil 3 Nemesis fin 99 et sur les mêmes consoles que pour le 2, sauf évidemment la Nintendo 64. Ce jeu-là, il est sorti à l'origine parce que Biohazard Code Veronica prenait du retard. À l'origine, Biohazard Code Veronica devait sortir en 1999 sur Dreamcast, mais il n'est pas sorti pour deux raisons. Déjà parce que le jeu n'était pas prêt, et on connaît le perfectionnisme là encore de Mikami, même s'il n'était pas toujours réalisateur mais producteur, il voulait que le jeu soit très bon, ça allait jusqu'au bout, et d'autre part parce que Capcom voulait qu'il y ait 1 million de Dreamcast de vendus avant de sortir son jeu. Et la Dreamcast avait du mal à atteindre ce million de ventes. Donc le jeu n'était sorti en fait qu'en 2000. Sachant que Biohazard 2 était sorti en 1998, ils se sont dit on ne peut pas se permettre d'attendre autant de temps, on va trouver un autre jeu et qui nous prendra moins de temps à développer. Donc ça a été Biohazard 3, qu'ils ont donc sorti sur PlayStation. Ils ont repris, je dirais, tout le moteur graphique de Biohazard 2, donc c'était pas compliqué. Ils ont repris énormément de choses et ils ont même repris des événements, des points de Biohazard Code Veronica. Par exemple le Nemesis, tout le monde le connaît dans ce 3e épisode, mais de base, il était dans Code Veronica. Il ne devait pas être dans le 3e épisode. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'épisode Gun Survivor 2, Code Veronica, tout le monde s'étonne de voir le Nemesis, parce qu'à l'origine, il était dans Code Veronica. Il devait harceler le joueur dans Code Veronica. Mais ils ont eu la bonne idée de le mettre dans un jeu à part entière, donc en reprenant les aventures de Jill qui devait s'échapper de Raccoon City, donc poursuivi par le Nemesis. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui peut être comparé aux précédents épisodes un peu court, c'est pour ça aussi, il a été fait rapidement mais ils s'en sortent quand même très bien. Mais derrière, pour Mikami, c'était une suite spirituelle au premier épisode. Ce qui fait qu'il voulait donc l'appeler Biohazard 1.9. C'était pas vraiment le 2, c'était la suite des aventures de Jill du 1. Mais forcément c'est supérieur, on considérait que d'un point de vue marketing, ça aurait été juste un suicide de l'appeler comme ça. Ils ont dit non, 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 on va continuer, on va le numéroter. Et c'est vrai qu'il a très bien marché derrière et a été adapté là encore sur Dreamcast, sur GameCube et a toujours bien fonctionné parce que même s'il était un petit peu plus court, il adoptait des nouveaux mécanismes, des modes de jeu, créer ses propres munitions, l'esquive, de nouveaux monstres, faire des choix face au Nemesis. Les gens ont adoré ça, là encore, même si le jeu était court, ils pouvaient le refaire pour découvrir de nouvelles scènes qu'ils ne découvraient pas forcément, et de nouveaux lieux même qu'ils ne découvraient pas lors de leur première partie. Faire un choix les faisait aller des fois dans un lieu et ils ne pouvaient pas retourner dans un autre. Et derrière, finalement, les gens ont adoré cet épisode qui pouvait être joué et rejoué. Resident Evil 2, qui a eu le droit à une publicité réalisée par George Romero himself, est chapeauté, tout comme Resident Evil 3, par Mikami et son bras droit, depuis qu'ils se sont connus sur le premier volet de la saga, Hideki Kamiya. Ce troisième volet devait se dérouler sur un paquebot de luxe avec le personnage de Hunk qui tentait de ramener un échantillon du virus G. Mais Capcom s'aperçoit que le jeu ne sera pas prêt à temps pour une sortie sur PS1 car Sony vient juste d'annoncer sa PlayStation 2. Capcom, qui ne veut pas faire attendre ses fans, décide donc de prendre un autre projet en cours sur Resident Evil pour ce troisième épisode et fait migrer l'équipe de Kamiya sur Resident Evil 4. Le projet retenu est celui d'un spin-off fait par une équipe inexpérimentée sous la houlette de Kazuhiro Aoyama. Cet épisode devait présenter un nouveau personnage qui devait s'échapper de Raccoon City, maintenant infesté de zombies. Mais après le début de la promotion du jeu, Capcom décide de reprendre Jill Valentine pour le personnage principal.
Cet opus, contrairement au précédent, n'a pas eu son scénario écrit par le studio Flagship de Capcom, mais par un écrivain en interne, Yasuhisa Kawamura. Kawamura qui avait très peu d'expérience avec la saga dut jouer au jeu original pour se familiariser avec la licence. Néanmoins, le script de Kawamura fut relu et corrigé par Flagship pour éviter les incohérences. Le jeu fut présenté au Tokyo Game Show en 1999, la fonction d'esquive n'était pas finie à l'époque et était absente de la démo. Le jeu bénéficia d'un budget publicitaire global de 20 millions de dollars pour 3 jeux chez Capcom. Lui-même, Resident Evil 2 sur Nintendo 64 et le jeu Dino Crisis. Comme pour Resident Evil 2 où vous affrontiez le père de Sherry Birkin transformé en monstre comme boss de fin, dans Resident Evil 3 c'est le Nemesis qui devenu un monstre informe devra être pulvérisé par vos soins avant que le missile pour détruire la ville n'arrive. C'est toujours Masami Ueda que nous retrouvons pour les musiques, avec Saori Maeda et Shutsaku Uchiyama. Le jeu s'écoulera à 3,5 millions d'exemplaires sur PlayStation, auxquels s'ajoutent les ventes des portages sur les autres plateformes. Toujours en 2000, c'est à cette date que sort probablement le meilleur opus de la saga, Resident Evil Code Veronica sur Dreamcast, et un peu plus tard sur PlayStation 2 et GameCube, mais sous un autre nom, Code Veronica X. Alors c'est vrai que le jeu donc est sorti en 2000, il a pris beaucoup de temps pour sortir, par rapport à ce que je dis auparavant, voilà, il fallait atteindre 1 million de ventes, et aussi parce qu'il était très perfectionniste, il voulait livrer le meilleur jeu possible. Beaucoup de membres de l'équipe d'ailleurs considéraient que c'était réellement le deuxième épisode de la série par rapport à ce qu'il proposait. Maintenant, pourquoi sur Dreamcast et pas sur PlayStation 2? C'est vrai que la PlayStation 2 est sortie très peu de temps après la Dreamcast, donc il aurait pu dire j'attends un petit peu et je m'assure une certaine sécurité de vente. Néanmoins, il faut savoir que Mikami toujours favorisera les capacités techniques pour toujours livrer un meilleur jeu. Et la Dreamcast proposait de meilleures capacités techniques. Il refera la même aventure avec la GameCube de Nintendo plus tard. Donc il a choisi la Dreamcast par rapport à ça. C'est pour ça qu'il voulait le jeu le plus beau possible et qui lui permettrait de faire énormément de choses, notamment avec le visual memory de la Dreamcast, cette carte mémoire qui permettait d'afficher notamment la santé du personnage. C'est quelque chose, c'était qu'accessoire, mais pour Mikami ça comptait beaucoup et c'était toujours ce petit plus qu'il pouvait proposer et qui lui plaisait énormément. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui sortira dans un premier temps sous ce nom-là, au Japon qui ressortira sous une deuxième édition avec des scènes supplémentaires. Alors que chez nous, le jeu ne sortira en version complète que sur PlayStation 2, sous le nom de Resident Evil Code Veronica X, alors que là-bas, ils ont eu Biohazard Code Veronica et Biohazard Code Veronica Kazenban directement sur Dreamcast, ils ont eu les 2 épisodes. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs jeux, donc voilà, comme j'ai dit, il y a eu l'édition normale du jeu, il y a ensuite l'édition du jeu avec un beau fourreau rouge avec le logo de la famille Redfield que Claire a dans le dos, et il y a eu la version Kazenban ensuite complète, mais pour la sortie du jeu, ils ont créé 2 packs Dreamcast Biohazard. Donc en fait, il y avait un beau packaging où on voyait le logo du Stars, de la Dreamcast. À l'intérieur, il y avait une Dreamcast limitée à 2000 exemplaires. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne savait pas à l'intérieur quelle Dreamcast on avait. C'était la loterie. Sur les 2000 exemplaires, il y en avait une limitée à 1800 exemplaires rouge clair, et il y avait une limitée à 200 exemplaires, donc la version Stars. Donc ceux qui avaient la version Stars étaient très heureux, mais voilà, personne ne pouvait rien prédire. C'est des magnifiques consoles qui ont donc la console, plus la manette, plus le visual memory à couleur spécifique, et qui aujourd'hui se négocient à prix d'or. Aujourd'hui, une édition claire, la rouge peut se vendre jusqu'à 800 €, voire 1000 €. Une version Stars se vend au minimum et au Japon dans les 2500 €, et ça c'est vraiment le minimum qu'il faut compter. Resident Evil Code Veronica se situe 3 mois après les événements de Resident Evil 2 et narre toujours la recherche par Claire Redfield de son frère Chris. Capturée et envoyée dans une prison sur l'île de Rockford, elle y rencontre Steve Burnside et les jumeaux Ashford. Albert Wesker, le grand méchant du premier jeu, est également encore de la partie. Après bien des péripéties, Claire et Steve se retrouvent en Antarctique et Chris la rejoint pour la secourir. À eux deux, ils viendront à bout de la galerie de monstres et s'enfuiront avant la destruction de la base. Le boss final étant Alexia Ashford, qui sous l'effet du virus T. Veronica se transformera en monstre. Code Veronica est né d'une tentative de porter Resident Evil 2 sur Saturn et qui a échoué. Lorsque Mikami et son équipe se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à adapter Resident Evil 2 sur Saturn, sans sacrifier beaucoup de qualité au niveau graphique, Mikami a demandé plus de temps pour le développement du jeu.
Ses supérieurs ont alors exigé une meilleure qualité technique du titre, et la Dreamcast était un choix plus judicieux. L'équipe de Shinji Mikami et Yoshiki Okamoto ont supervisé le scénario tandis que Zax Entertainment ont aidé pour les décors et que Nextech s'est occupé du développement technique du jeu. Sega enverra même ses programmeurs chez Capcom pour finaliser le jeu, notamment pour avoir un bon framerate. Il est le premier volet entièrement en 3D et non plus avec des décors 2D précalculés. À la sortie de Resident Evil 3, Code Veronica était pratiquement fini. Mais le retard fit que Capcom sortit Resident Evil 2 sur Dreamcast pour faire patienter les fans. Le jeu fut toujours présenté comme la véritable suite de Resident Evil 2. Le jeu fut édité finalement en février 2000 et Code Veronica sorti avec un packaging spécial rouge numéroté pour les précommandes. 2 Dreamcast Collector furent sortis. Une rouge version claire à 1800 exemplaires et une bleue version Star à 200 exemplaires pour la promotion du jeu. Sachant que les ventes Dreamcast ne suffiraient pas, Capcom porta le jeu sur PlayStation 2 avec des cinématiques rajoutées en 2001 sous le nom Resident Evil Code Veronica X en Occident. Il sortira ensuite plus tard sur GameCube et une version remasterisée sera éditée sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis sur PlayStation 4 et Xbox One en dématérialisé. Le jeu s'écoula à 450 000 exemplaires sur Dreamcast aux USA et à 1,14 million dans le monde. Il se vendit à 900 000 exemplaires sur PS2 dans le monde entier. Au final, entre 2000 et 2006, avec tous les portages, le titre s'est vendu à 3 millions d'exemplaires et a rapporté 27 millions de dollars. Considéré comme l'un des meilleurs volets de la saga, il est à noter également une bande sonore à couper le souffle composée par Takeshi Miura et ses 2 collaboratrices Ijiri Anze et Sanae Kazahara. Là aussi, probablement une des meilleures bandes sonores de la saga. En 2002, énorme surprise de la part de Capcom pour tous les fans avec un remake du premier opus sur GameCube, une refonte totale, ce qui en fait un des meilleurs Resident Evil. Toujours en 2002 et sur GameCube sort Resident Evil 0 qui est une préquelle du tout premier jeu. Du partenariat avec Nintendo, comme pour la Dreamcast, Mikami a vu les capacités de la GameCube et s'est orienté dessus, puisque autant peu de gens y croyaient, c'est-à-dire Nintendo, console d'enfant, mais Mikami, lui, il a juste vu les capacités. Et il a dit, ce que je peux faire avec ce cube-là, c'est juste magnifique, et vivre tout simplement le rêve de produire, de réaliser le remake de son premier épisode tel qu'il le voyait à l'époque. Pour lui, c'était un rêve. Il a dit, je vais partir là-dessus. Donc Capcom, au-delà de la licence Biohazard, avait fait un partenariat avec Nintendo pour des jeux exclusifs qu'ils appelaient à l'époque les 5 grands. Donc il y avait des jeux comme Beautiful Joe, il y avait Biohazard 4, il y avait Product Number 3, il y avait Phoenix Order, je crois, et un 5e jeu que j'ai oublié. Finalement, sur ces 5 jeux, il y en a un qui ne sera jamais réalisé, et les 4 autres seront tous adaptés sur PlayStation 2, parce que les ventes étant jugées décevantes sur Nintendo, ils seront tous adaptés et feront même plus de ventes sur PlayStation 2. Mais là encore, voilà, Mikami, lui, voyait le technique. Je veux livrer un bon jeu, je choisis cette console. Donc, il y aura l'épisode, en effet, le remake du Rebirth. C'était un épisode magnifique que les fans ont adoré à redécouvrir ou à découvrir pour une nouvelle génération, qui était juste sublime graphiquement comme techniquement. Tout le monde a pris son pied à jouer sur ce jeu. Ensuite, il y a eu l'épisode 0 qui d'origine devait quand même être porté sur Nintendo 64. Donc ils avaient quand même une porte ouverte chez Nintendo, puisqu'à l'époque ils avaient adapté le 2e épisode sur Nintendo 64. Et l'épisode 0 devait être aussi exclusif Nintendo 64. Il était quasiment terminé, mais ils étaient là encore pas satisfaits. Il a dit non, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux sur GameCube, donc on va tout reprendre de zéro et on va faire l'épisode sur GameCube en changeant même certaines choses, des détails comme par exemple Rebecca qui avait un béret dans l'épisode Nintendo 64 qui ne l'aura plus sur GameCube. Ça a créé même des fois des choses assez amusantes comme une figurine qui a été créée par un fabricant, Moby Dick. La figurine, ils avaient donné les artworks pour faire la figurine de la version Nintendo 64, ils ont créé une figurine avec un béret, alors que dans le jeu final, elle n'aura jamais son béret. Après un développement long et difficile, sort enfin en 2005 Resident Evil 4 sur GameCube. Fini le Survival Horror, place à l'action, et un peu plus tard il sortira également sur PlayStation 2, PC et sur Wii. C'est vrai que le développement a été long et compliqué. Ça a commencé, je dirais, Biohazard Code Veronica était à peine sorti qu'ils avaient déjà commencé à travailler sur le futur épisode. Donc ils avaient énormément de pistes. Maintenant ils se rendaient compte que l'ancienne recette
des angles fixes, faire toujours le même biohazard ne fonctionnait plus. On l'a vu, ils ont vendu à peine un peu plus d'1 million de jeux sur GameCube pour l'épisode Rebirth et pour le 0. Clairement, ça marchait plus, il fallait trouver une autre recette. Donc ils ont commencé vraiment à chercher des idées partout et à se fermer aucune porte. C'était fini de dire le carcan biohazard c'est ceci, des angles de caméra comme ça, des énigmes, et je trouve un objet, et j'ai un inventaire comme ceci. Ça, c'était fini. Donc ils ont commencé à travailler sur ce qui allait devenir en effet Devil May Cry, même si ça c'était pas encore officiel à l'époque. Et très vite ils se sont rendus compte qu'en fait ils pouvaient en faire une licence à part entière, qu'on s'écartait vraiment beaucoup trop de l'esprit biohazard, mais qu'on pouvait faire une licence à part entière, puisque l'épisode quand il est sorti sur PlayStation 2, donc c'était en 2001, qu'il a été adapté au Japon, il y avait déjà une démo de Devil May Cry qui était offerte avec Biohazard Code Veronica. Donc à cette époque-là, ça veut dire qu'ils avaient déjà quasiment terminé le jeu, et qu'auparavant, ils avaient travaillé pour en faire un biohazard. Donc ça montre à quel point, depuis combien de temps ils travaillaient dessus. Il y a eu donc cette démo-là. Après, quand ils ont commencé réellement à parler Biohazard 4, les premières images qu'on avait eues, c'était un Léon dans un dirigeable. Après, on le voyait dans un château, poursuivi par un nuage qui avait l'air vivant, en nous parlant du virus Progenitor, qui sera, on repensera Progenitor dans le 5e épisode, ça repassera qu'à ce moment-là. On se disait, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est du surnaturel, qu'est-ce que c'est? Léon avec sa veste un peu doudoune. Pouf, tout d'un coup, plus rien. Plus tard, on nous remonte d'autres vidéos, on voit Léon dans un manoir, dans une maison, qui avance, ça a l'air tout d'un coup d'halluciner, avec des poupées qui se mettent à vivre, des objets qui bougent, il est poursuivi par un homme au crochet, dont il ne peut pas se défendre. Bon, on attend encore un petit peu, et là on repasse sur quelque chose encore complètement différent. Quand il dévoile une démo offerte avec le magazine Famitsu, ça devient un jeu vraiment beaucoup plus d'action. Le jeu est beau, il y a beaucoup de capacités, on change du tout au tout sur la saga, hein. Mais on a un jeu qui techniquement est quand même très abouti. Alors ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait auparavant sur la saga, mais rien qu'avec la démo, il y a des gens qui ont acheté dans le monde entier, moi le premier, le magazine Famitsu, je l'ai fait importer juste pour avoir le CD de démo et jouer à ce jeu. On savait que le jeu la démo se terminait quand on arrivait à un certain point du jeu, quand on tuait un certain ennemi, et ben on le faisait pas et on tournait dans tout le niveau, dans le village au début, pour en savoir un maximum sur le jeu. Donc derrière, moi ce que je dirais sur ce jeu, moi ce jeu m'a extrêmement déçu d'un point de vue biohazard. J'ai toujours considéré que c'était pas un épisode biohazard. Je trouve que c'est un jeu techniquement qui est superbe, c'est un jeu d'action qui est incroyable, auquel j'ai pu prendre plaisir à jouer. Par contre en tant que biohazard, j'ai été extrêmement déçu, j'ai rien retrouvé, j'ai pas retrouvé de la peur, j'ai pas retrouvé beaucoup d'énigmes, j'ai pas retrouvé beaucoup de documents. J'ai pas eu ce sentiment de survie non plus, parce que les munitions j'en avais beaucoup, donc j'avais pas de survie, j'avais plus d'horreur, j'étais pas oppressé, ça m'a pas plu. Si j'avais le choix à faire par rapport à une des versions précédentes, j'aurais énormément aimé celle où Léon avait un peu des hallucinations, les choses se mettaient à bouger. On était, je dirais, presque entre un Resident Evil et un Silent Hill là. Donc on se disait, il va piocher dans un Silent Hill là, hein, il mange à tous les râteliers. Je sais pas comment ils auraient pu justifier ça, puisque même si Biohazard, il se passe beaucoup de choses, ça restait toujours, ça s'expliquait biologiquement. Là je sais pas comment ça se serait expliqué, mais je pense que ça aurait pu être extrêmement intéressant, et là j'aurais aimé voir une version comme ça. Alors pour Sony, c'est sûr que c'était au début un coup dur, hein. Déjà l'épisode avec Dreamcast, l'épisode Biohazard Code Veronica qui était sur la Dreamcast, qui n'avait pas au lancement de la PlayStation 2, historiquement, c'était tout sur PlayStation, hormis l'épisode sur Saturn, mais qui n'a pas marché à tel point qu'ils n'ont pas développé le deuxième épisode sur Saturn. Ça leur faisait mal, mais à chaque fois, c'est Capcom qui revenait vers eux derrière pour dire, bah, finalement, on va faire une adaptation. Sony, ils avaient complètement confiance, eux, en leur machine et en leur vente. Par contre, c'est sûr que là, quand ils ont commencé vraiment à dire exclusif et plusieurs jeux, ça leur faisait un peu peur, parce que Nintendo, avec la Nintendo 64 qui avait eu un échec quand même relatif, on peut peut-être pas parler d'échec, mais en tout cas un succès très relatif, Nintendo voulait taper très fort avec la GameCube, a fait une grande campagne marketing, s'était approché beaucoup plus des éditeurs tiers. Là ils se sont dit, ah, ça va peut-être pas sentir bon. Bon, est-ce que ça va faire comme avec la PlayStation 2 ou pas? Ils n'en savaient encore rien, mais c'est sûr que ça les rassurait pas. Maintenant les capacités techniques de la GameCube étaient bien au-delà de la PlayStation 2, et ça ils pouvaient rien faire pour, quoi. En fait, l'idée de Mikami allait plus loin. Celui-ci voulait que les joueurs puissent jouer à tous les Resident Evil sur une seule et unique console, en l'occurrence la GameCube. C'est pour cela que les anciens volets seront portés sur celle-ci jusqu'à Code Veronica.
Malheureusement, une fois de plus, Mikami se verra rattrapé par la réalité économique et au final, Biohazard 4 sera porté sur PlayStation 2 avec un scénario bonus non présent sur la version GameCube, Separateway. Le jeu s'écoulera à 1,6 million d'exemplaires sur GameCube, à 2,3 millions sur PlayStation 2 et à 2 millions d'exemplaires sur les autres plateformes. Pour Devil May Cry, c'est Hideki Kamiya et Noboru Tsujimura, le scénariste chez Flagship de Resident Evil 2, avec leur équipe qui font la première version de Biohazard 4 et partent donc en Europe, en Angleterre et en Espagne pour photographier des châteaux, statues, etc. pour les décors car l'action se situerait en Europe. Kamiya veut intégrer du cool dans Resident Evil, mais Mikami trouve qu'il s'éloigne trop des racines de la licence et annule cette version. Kamiya, dont le jeu est pratiquement terminé et ne veut pas perdre tout le travail réalisé, a alors l'idée de le sortir sous une nouvelle licence, Devil May Cry. Fin 2001, le développement de Biohazard 4 reprend avec Mikami. Une première annonce est faite en novembre 2002 qu'il sera un des 5 jeux exclusifs à la GameCube. Cette première version se nomme Fog Version et est dirigée par Hiroshi Shibata et sera réalisée à 40% du jeu. Léon avait du mal à survivre en ayant infiltré le siège d'Umbrella qui est un château en Europe et où se trouvaient des monstres classiques et des zombies. Mais celle-ci est abandonnée et commence la version Progenitor. Léon est infecté par le virus Progenitor et possède un pouvoir caché dans sa main gauche. Ashley, dans cette version finale, n'est pas encore incluse, bien qu'une autre femme était prévue et ne fut jamais révélée au public. Le jeu devait comporter des éléments à la première personne, cette version ne sera pas gardée. Vient ensuite la version bêta Illusion. En 2003, présentée à l'eCube, Mikami sur une vidéo présente une nouvelle version où Léon affronte des poupées vivantes et un homme au crochet avec une sorte d'hallucination dans un nuage bleu. Mikami déclare que ce sera le plus terrifiant des Resident Evil développés, mais qu'il ne faudra pas en mouiller son pantalon. Il en profite aussi pour dire que les rumeurs de son départ de chez Capcom étaient fausses. Cette version est également abandonnée et il existerait une 4e version inconnue du public. C'est finalement la version commercialisée que nous récoltons et qui sera présentée en 2004 au salon de Las Vegas où des journalistes avaient pu essayer le jeu. Le jeu final sortira en janvier 2005 dans la version que tous les joueurs connaissent désormais. Il faut attendre 2009 pour voir enfin la sortie de Resident Evil 5 sur Xbox 360, PlayStation 3 et un peu plus tard sur PC. Mikami a su prendre un virage à 90 degrés sur la saga et qui s'est avéré être payant. La saga qui commençait à s'essouffler a tout d'un coup battu son plein, les ventes ont été extrêmement bonnes. Si on prend les ventes GameCube plus PlayStation 2, ça les a confortés dans le fait il faut partir sur de l'action et la saga n'est pas morte alors que sinon, si cet épisode-là n'avait pas marché, est-ce qu'ils auraient pu tenter un épisode de plus? Ça, on n'en sait rien. Maintenant, Mikami, lui, je pense, avait d'autres ambitions. Il s'entendait plus forcément bien avec sa direction sur ce qu'il voulait faire. Il voulait avoir une beaucoup plus grande liberté d'action. Il a toujours aimé cette liberté d'action. On lui donnait. Maintenant, le temps passant, les jeux coûtent plus cher, ça prend plus de temps et on peut plus se permettre, comme à l'époque des premiers épisodes, de dire un jeu ça prend 1 an à développer avec une équipe de 10, 20 ou 30 personnes. Ça marche pas, bon c'est pas grave, on annule. Là, quand un développement dure 4 ou 5 ans avec une équipe de 100 personnes, il peut plus se permettre de dire finalement ça me plaît pas, je recommence. Lui étant perfectionniste et ayant d'autres ambitions, en effet, il avait déjà son petit studio indépendant pour faire Biohazard 4 et d'autres choses. Là, clairement, il a tout fermé et il a dit non, je préfère partir. On a des divergences d'opinion, ça sert à rien de continuer. Déjà, c'est le premier où Mikami ne fait plus partie de l'équipe par rapport à la saga. Ne faisant plus partie de Capcom, c'est d'autres personnes qui avaient déjà travaillé avec lui, produit ou réalisé d'autres jeux Biohazard qui étaient aux commandes, donc on pouvait quand même faire confiance, les gens n'étaient pas novices. Mais c'est donc le 2e épisode orienté action, sans Mikami. Les fans avaient un peu peur, surtout que Mikami s'était fendu d'une interview en cours de développement où il avait dit « Moi, si j'avais dû faire ce jeu, je l'aurais jamais fait comme ça ». Donc il était plutôt amer, on va dire, et ça inquiétait les gens. Il montrait peu de choses du jeu, on savait qu'il y aurait 2 personnages, le retour de Chris Redfield,
On le voyait avec des bras énormes, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On le voyait dans un endroit, on se disait voilà, Sahara, Afrique, chaleur. Et en effet, on nous avait déjà annoncé un concept où c'était oui, il y aura de la chaleur et en fonction de votre gestion de votre personnage et qui s'hydrate, eh bien, votre personnage pourra aller plus ou moins bien, peut-être halluciner, se sentir mal ou tout simplement mourir. C'est un concept qui sera finalement pas retenu, trop compliqué à mettre en place finalement. C'est aussi en effet le début de fin d'exclusivité. Le jeu il sortira conjointement sur PlayStation 3 comme sur Xbox 360. Là encore, le but c'est maintenant financièrement, on peut plus se permettre de dire je ne sors que sur une plateforme. C'est pas possible. Donc on sort sur les deux plateformes. Il y a eu aussi une très grande polémique soi-disant raciste du jeu. Dès qu'ils ont commencé à montrer que le jeu se passait en Afrique, il y a eu, ah mais c'est raciste, Chris tire sur des gens de couleur noire. Alors qu'en fait, pas du tout. Pendant tous les épisodes précédents, ils ont tiré sur des gens de couleur blanche. Ça ne change absolument rien. On peut avoir n'importe quelle couleur de peau. Dans ce jeu, c'était juste des ennemis, c'était des gens contaminés, ni plus ni moins. Mais c'est quelque chose un feu qui a très vite été éteint, c'était qu'un feu de paille, parce qu'il y avait aussi d'autres personnages dans ce jeu, des bons ou des mauvais, quelle que soit la couleur de peau. D'ailleurs, la partenaire de Chris n'est pas de peau blanche, et pourtant, c'est une héroïne, donc ça n'avait rien à voir, et Capcom n'a jamais voulu jouer dans ce jeu-là, absolument pas. C'est un jeu qui s'est extrêmement bien vendu, puisque c'est lui qui a détrôné Biohazard 2. Jusque-là, c'était toujours Biohazard 2 qui s'était le plus vendu dans la saga, et qui avait plus de 5 millions de ventes, tout support confondu. Il faudra donc attendre Biohazard 5 pour le détrôner. Donc, oui, il s'est extrêmement bien vendu, et moi je dirais d'un point de vue personnel, je pense un peu comme Biohazard 4, il n'y a pas de peur, peu de documents, je ressens absolument pas le survival horror là-dedans. Par contre, en tant que jeu d'action, c'est fantastique parce qu'en plus, ils ont amené un aspect coopération qui est fantastique. Moi, j'ai adoré jouer en mode coopératif. Ça permettait des tactiques, d'aller plus vite, de créer beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de niveaux de difficulté, il y avait des défis. Donc voilà, pour moi, il avait de Resident Evil que le nom. Par contre, en tant que jeu, j'ai pris franchement un grand pied à y jouer des heures et des heures. Et là encore, j'ai adoré cette édition puisqu'ils ont sorti 2 chapitres supplémentaires, déjà en DLC pour ceux qui avaient déjà le jeu, et après, comme d'habitude, recyclage Capcom, on sort une édition complète du jeu. Ça a été la Gold Edition chez nous, qui avait donc 2 scénarios supplémentaires. Desperate Escape, où c'était Jill qui s'enfuyait après avoir son combat avec Sheva et Chris. Elle voulait s'enfuir, donc elle se bat, elle se promène au milieu des Magini, tout pour s'enfuir. Et donc un autre épisode, c'était Lost in Nightmares. Ça, c'est un que j'ai adoré, tout simplement parce que donc il se passe avant le jeu. C'était quand Chris et Jill allaient dans le manoir de Spencer pour le retrouver enfin, parce qu'ils avaient pu le localiser. Ils arrivent trop tard, ils trouvent Wesker qui a déjà tué Spencer, et le fameux combat entre Jill et Wesker, ce qui fait qu'après tout le monde croit donc que Jill est morte, mais en fait non. Mais ce que j'ai aimé dans ce scénario, c'est que c'était pas de l'action. Il y avait de l'exploration, on trouvait des documents, on résolvait quelques énigmes, on avait un monstre qui nous poursuivait, même s'il était lent à la façon d'un Némésis, quand il nous attrapait c'était foutu. Donc j'ai beaucoup aimé ce scénario, et je dirais que ça m'avait redonné confiance un peu pour les futurs épisodes, parce que je me disais, ah, il y a quand même encore quelque chose, ils font un petit test avec cet épisode, avec ce scénario, en se disant est-ce que ça pourrait marcher? Et beaucoup de gens l'ont adoré cet épisode. C'est le manoir Spencer, et le but, on avait vu dans des documents dans les précédents épisodes, c'était le manoir Harkley du premier jeu était une copie un peu du manoir Spencer. Et en effet là on mettait les pieds dans ce manoir Spencer avec un grand hall, un escalier, une belle salle à manger à côté. C'était intéressant de voir ça, et en HD c'était très agréable. Annoncé en 2005 pour une sortie au final en 2009, Biohazard 5 tout comme Biohazard 4 nous éloigne encore un peu plus des histoires avec la multinationale Umbrella. Quoique, Chris Redfield fait maintenant partie du BSAA, une unité qui lutte contre le bioterrorisme, alors qu'il se remet à peine de la mort de son ami Jill Valentine lors d'un combat à mort contre Wesker. Il se retrouve en Afrique pour une mission aux côtés de Shiva Alomar. Tout au long de leur périple, Chris et Shiva vont découvrir que Wesker est toujours vivant et qu'il est l'ennemi qu'ils doivent affronter avec la compagnie Tricell. Chris découvrira également que Jill Valentine est toujours vivant et la sauvera des griffes de Wesker. C'est Jun Takeuchi que l'on retrouve à la tête du jeu, qui a entre autres réalisé le premier Onimusha, et dans les autres membres du staff, on peut noter Masachika Kawata, Keiji Inafune, Haruo Murata, Yasuhiro Ampo ou encore Yoshiaki Hirabayashi et Kenichi Ueda.
Bref, des habitués de la licence. À un moment du jeu, plus de 100 personnes travaillaient sur celui-ci. Le mode de coopération a été décidé au milieu du développement du jeu. Et il est le premier jeu à avoir utilisé un système de caméra virtuelle qui permettait aux développeurs de voir les mouvements des personnages en temps réel pendant la motion capture. Ce sont les acteurs Ruben Langdon pour Chris et Ken Lally pour Wesker qui ont prêté leurs traits. Et Karen Dyer pour Sheva. Karen Dyer a également assuré le doublage voix de son personnage, tandis que Chris fut doublé par Roger Craig Smith. C'est Kota Suzuki, le principal compositeur de Resident Evil 5, avec l'aide de Hideki Okugawa, Akihiko Narita et Seiko Kobuchi. La chanson du jeu, intitulée Pray, fut composée par Suzuki et est interprétée par Olimata Nyong. Capcom présenta un premier trailer du jeu en 2007, puis un autre en 2008 avant sa sortie finale en mars 2009. 10 ans plus tard, le jeu s'est vendu à 7,5 millions d'exemplaires sur PS3 et Xbox 360 avec les versions téléchargées en sup. La Gold Edition s'est écoulée, elle, à 2,3 millions d'exemplaires supplémentaires sur ces consoles et les versions PS4 et Xbox One à 1,5 million d'exemplaires pour un total final de 11,3 millions d'exemplaires du jeu vendu. Il est le troisième jeu le plus vendu de Capcom derrière Monster Hunter World et Street Fighter 2. Il reste à ce jour le volet le plus vendu des Resident Evil. En 2012 sort le 6e volet de la saga principale, Resident Evil 6, toujours sur les 3 mêmes consoles que d'habitude, et un peu plus tard, en 2016, il sortira sur PlayStation 4 ainsi que Xbox One. Alors ce jeu-là, c'est vrai que c'est le jeu, je dirais, de toutes les exagérations et toutes les extravagances. Biohazard 4 et Biohazard 5 ayant très bien marché, orienté action de plus en plus, là on part dans toute la démesure. On a des héros de plus en plus forts et surhumains, on a des cascades hollywoodiennes, on a des monstres de plus en plus gros, on a des explosions incroyables. Le jeu part presque dans l'irréaliste. C'est ça, moi, en tout cas, que je n'aimerais pas. Et niveau action, là, on fera pas mieux, on manque jamais de munitions, on peut massacrer la Terre entière, c'est incroyable. Pourtant, ça partait d'une très bonne intention de Capcom, parce qu'ils se sont dit, l'action a fonctionné avec les épisodes précédents, on va faire pareil. Donc ils nous ont mis... Quand même, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de complet par rapport au scénario. Il y a 3 campagnes différentes pour ce jeu. Il y en a une avec Léon, qu'on retrouve en tant que conseiller du président, comme on l'avait appris dans Biohazard 4, donc en homme expérimenté avec un nouveau personnage, Elena. On a une campagne où on a Chris Redfield, donc avec un de ses... Comment dire, avec son capitaine Pierce, qui est un personnage que tout le monde a adoré, qui est à la recherche de Ada Wong, mais en fait c'est pas Ada Wong, c'est un de ses clones qui a été créé, Carla. On a une 3e campagne où on retrouve Sherry Birkin, qu'on avait vu uniquement dans Biohazard 2. On savait qu'elle avait quelque chose en elle, un peu infectée par son père, même si elle avait été guérie. On la retrouve là, vu que maintenant elle travaille pour une organisation gouvernementale. Et elle fait équipe avec Jake Muller, qui est en fait le fils d'Albert Wesker. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de campagnes toutes différentes. Il y en a qui sont plus infiltration, une autre plus attaque. Et si on fait tout ça, à la fin on a même une campagne avec Ada Wong. Donc niveau durée de vie, quelqu'un qui aime le jeu est aux anges. Toutes ces campagnes, tous ces héros de la saga, c'est fantastique, sans parler de mode bonus. Maintenant, voilà, on va encore plus loin dans l'action, on a des monstres qui sont gigantesques, à un moment on est dans un avion qui finit par atterrir, s'écraser, on est dans une voiture qui finit par utiliser un tremplin, on va sur un bateau, on finit dans un avion pour tirer sur un monstre qui est aussi gros que le bateau, enfin, c'est que de la démesure, et malheureusement à la fin, niveau scénario, ça part dans tous les sens, à vouloir en faire trop, Capcom a fini en fait par se perdre. Et là, les fans, ils ont dit stop, quoi. Ils ont dit non, là, ok, l'action, ok, les héros,
Mais là, ça devient n'importe quoi, c'est plus possible. Alors, il a fait quand même un bon score. Il s'est moins vendu que Biohazard 5, mais il a fait quand même un bon score parce que... Alors, je pourrais plus dire à combien de millions il s'est vendu, mais il était pas loin du 5. Hein. Maintenant, clairement, c'était oui, on l'a acheté. Maintenant, ne nous refaites pas ça. Parce que ça suffit. Là, les gens ont hurlé derrière et Capcom, à partir de là, s'est clairement dit bon, il faut qu'on fasse un virage. On a eu un premier virage avec Biohazard 4 où on est passé action. Là, ça y est, avec le 6, on est arrivé à terme de ça. Bah maintenant, il faut qu'on retrouve autre chose, c'est plus possible, on peut pas leur sortir un 7e épisode avec ça, sinon on le vendra pas. C'est à peu près la même équipe de Biohazard 5 qui a officié sur Biohazard 6. Le jeu a été approuvé en 2009 et son développement commença l'année suivante, avec encore Hiroyuki Kobayashi à sa tête. L'histoire se passe 15 ans après la destruction de Raccoon City par le missile nucléaire. Le président des États-Unis veut dévoiler toute la vérité sur cette affaire, mais il est victime d'une attaque bioterroriste et devient un zombie. Accusé de son meurtre, Léon S. Kennedy et sa partenaire Helena Harper fuient et croisent la route de Chris Redfield qui tente de neutraliser une autre attaque en Chine avec le BSAA. Avec l'aide également de Sherry Birkin et Jack Muller, ils devront rétablir la situation. C'est Eiichiro Sasaki qui dirigera la création du jeu. Celui-ci a travaillé sur Resident Evil Outbreak. Capcom annonce que ce sera un jeu radicalement différent des autres opus. On parle d'un budget de près de 100 millions de dollars et plus de 600 personnes ayant travaillé dessus, ce qui en fit la plus grosse production de Capcom à ce jour. C'est Kobayashi qui prit la décision de faire revenir les zombies dans le titre. Sorti sur PS3 et Xbox 360, il s'écoulera dans le monde à 7,4 millions d'exemplaires malgré un début de vente long et mitigé. Ressorti sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One, il s'ajoutera 1,8 million d'exemplaires supplémentaires, ce qui portera le total des ventes à 9,2 millions d'exemplaires en novembre 2019, surclassant ainsi les ventes de Resident Evil 5. C'est Akihiko Narita que nous retrouvons pour les musiques du jeu. Il faudra attendre 2017 pour voir Resident Evil 7 Biohazard sortir sur PlayStation 4 compatible avec le PSVR ainsi que sur Xbox One et PC. Alors moi ce jeu, je l'adore. J'étais très sceptique au début, comme je disais auparavant, après Biohazard 6, il fallait que Capcom prenne un gros virage. On se demandait tous quel allait être ce virage, il restait plus beaucoup d'options. Hein. Quand ils ont commencé à nous montrer des images à la première personne, on dit « Oh, ça on l'avait pas encore vécu ». On l'avait vécu... Si, dans les épisodes Gun Survivor, mais c'était vraiment spécifique, on l'avait vécu dans des modes bonus de Biohazard Code Veronica, le mode Battle, mais tout un jeu, qu'est-ce que ça pouvait donner? On reconnaissait aucun héros du jeu, on reconnaissait pas les lieux, et première personne, très bizarre. Donc même si j'étais sceptique, j'attendais de voir, et je me disais au moins ils ont quitté le mode action, ils ont compris, et ça fait plaisir de voir que Capcom était capable de se remettre en question et dire allez, on fait table rase, on repart sur autre chose. Donc à l'époque j'avais eu la chance que Capcom m'invite pour tester des démos qui avaient circulé avant au Tokyo Game Show, etc. en France. Et j'avais été très emballé par l'aspect oppressant et survie du jeu. Il y avait des phases, il ne s'agissait même pas à aucun moment de tirer un coup de feu ou quoi que ce soit, c'était juste d'échapper à quelqu'un, à un personnage, en se cachant derrière une caisse, en passant vite d'une pièce à une autre, et ça c'était fantastique. Avec le casque VR, j'avais testé aussi, l'effet était accentué, c'était fantastique de se retrouver avec, c'était la démo qui s'appelait Lanterne à l'époque, que Capcom m'avait fait tester, où le personnage de Marguerite nous poursuit avec sa lanterne. C'est très sombre, on se cache derrière une caisse, on a le casque de réalité virtuelle, on la voit, hop, on se baisse, et si on penche la tête, hop, le personnage penche la tête aussi, et en face, si on se penche, le personnage nous voit et vient nous attraper. C'est un jeu que j'ai trouvé ambitieux, je dirais. Capcom a fait du AAA, parce qu'ils ont mis les moyens, mais le fait d'être à la première personne, ça donne aussi une certaine peur, parce que mine de rien, quand on a l'ennemi en face de soi qui nous fonce dessus, bah oui, c'est pas comme quand on le voit à la troisième personne, hein, ou en angle de vue fixe, où on le voit arriver de loin, s'il arrive derrière, paf, c'est la surprise. Il y a un aspect survie, parce que les munitions, elles sont très limitées, faut trouver les armes, faut trouver les munitions, c'est pas facile. Le scénario était très spécifique aussi, on connaît pas les personnages, il y a quelques petits clin d'œil, je dirais, à la saga. Des fois on voit une photo des montagnes Harkley, on retrouve des herbes qui poussent en Louisiane parce qu'ils les ont ramenées de leur voyage en Amérique, mais ça tranche avec le reste. Les personnages aussi
Ethan, le personnage principal, on se dit on le connaît pas, il n'est pas charismatique. Moi j'ai trouvé ça fantastique. C'est un gars qui vient de nulle part, il est complètement perdu dans ce qui lui arrive, et là il peut se sentir oppressé et complètement perdu. Alors que sinon, quand dans les autres épisodes, on est par exemple à Chris Redfield, qui était un gars qui avait des bras comme ça, qui avait une mitraillette, mais comment il peut se sentir oppressé? Il suffit de tirer. Donc on pouvait y jouer, y rejouer. Là encore, il y avait quelques petits embranchements qu'on pouvait tester pour découvrir d'autres choses, des secrets. Moi j'ai ressenti de la peur, j'ai ressenti de la survie. J'ai adoré ce jeu. Ça n'a pas plu à tout le monde, tout comme moi j'avais pas aimé le virage avec Biohazard 4. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le virage avec Biohazard 7, ça peut se comprendre. Mais j'ai adoré ce jeu. Il y a eu d'ailleurs des DLC qui sont sortis après aussi, qui étaient plus ou moins intéressants. Il y en a qui nous expliquaient un peu l'origine du jeu. Mais moi c'est un jeu que j'ai adoré. Ils peuvent nous ressortir un Biohazard 8 sur ce modèle-là, je signe tout de suite. Il a bien marché. Oui, il a bien marché, il a eu une version aussi Gold avec les DLC qui étaient inclus, parce qu'il y a eu pas mal de DLC qui sont ressortis avec, au moins 4 avec, je dirais, il y a 2 modes où c'était un mode préquel et un mode épilogue à ce jeu-là, ce qui était donc très intéressant, puis 2 autres modes, c'était un peu des modes de jeu spécifiques, sans rapport avec le scénario du jeu, mais il a bien fonctionné. Oui. Le jeu fut édité en janvier 2017. L'histoire se situe 4 ans après les événements de Resident Evil 6. Ethan est à la recherche de sa femme dans la ville de Dulvey, en Louisiane. Cela fait 3 ans qu'elle a disparu. Ses recherches le font débarquer dans une plantation et une maison qui semble abandonnée, mais qui est en fait habitée par la famille Baker, qui pratique le cannibalisme. C'est une suite aux précédents opus, mais les liens sont étroits. Ethan devra survivre au monstre qu'il va rencontrer et exterminer Evelyn, une arme biologique à forme humaine. Revenu au Survival Horror, Capcom a aussi fait un très bon travail pour sa version VR, et il est parmi les meilleurs jeux pour cette fonctionnalité. Sorti sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, le jeu s'écoulera à plus de 6 millions d'exemplaires au total. C'est Koshi Nakanishi qui a développé le jeu. Celui-ci avait travaillé sur Resident Evil Révélation de la 3DS. On retrouve Akiyuki Morimoto, Miwako Shinone et Satoshi Hori pour les musiques du jeu. Le jeu a nécessité 4 ans de développement et 120 personnes travaillant dessus. En revenant à ses origines, le Survival Horror, Biohazard 7 Resident Evil semble également régler un petit problème de droit vis-à-vis de son nom original au Japon et pour le reste du monde, comme nous l'explique Michael. À l'origine, le jeu donc s'appelait Biohazard, d'ailleurs en 2 mots, Biohazard, alors que dès le 2e épisode ça ne deviendra plus qu'un seul mot, Biohazard. Le nom était censé vraiment coller au risque bactériologique, Biohazard qu'on connaît dans les laboratoires, c'est pour ça qu'ils avaient choisi ce nom. C'était censé être un épisode unique, donc ça collait parfaitement à l'épisode avec le laboratoire, les virus. Mais ils se sont rendus compte que forcément les droits de ce nom-là étaient détenus par un groupe de hard rock américain pour tout le reste du monde. Donc ils ne pouvaient pas donner ce nom-là ailleurs, ce qui est bien dommage. Et c'est quelqu'un de chez Capcom USA derrière qui aura juste cette idée, qui dira en jouant au jeu, bon ça se passe dans une maison, il y a du mal, pourquoi? Bon on va appeler ça Resident Evil, allez hop ça va passer, c'est bien. De base c'était un bon nom, ça collait au premier épisode, ce qu'il y a c'est que pour tout l'épisode après, en fait c'est complètement décalé, les épisodes se passent en extérieur, c'est plus vraiment dans une maison, mais le nom restera, la licence est là, elle marche bien, et ils ne pourront plus jamais se permettre de changer le nom de la saga, sinon c'est fichu quoi. Ils essaieront un peu derrière, à partir du 7e épisode, de revenir dessus en appelant ça Resident Evil Biohazard 7 chez nous, et Biohazard Resident Evil 7 au Japon, mais ils ne pourront jamais, je pense, réellement changer complètement le nom de la saga. Ce serait un suicide marketing. Pour ce qui est des jaquettes, c'est vrai que bon, on prend les mentalités occidentales et orientales, ça n'a rien à voir. Ils ont très souvent eu des jaquettes qu'on juge nous magnifiques, des fois très épurées, mais qui sont très belles. Et même selon les consoles, ils n'avaient pas les mêmes jaquettes. Si on prend la jaquette du premier jeu sur Saturn chez eux et du jeu sur PlayStation, bah c'est pas du tout les mêmes. Sur PlayStation, fond noir, le nom du jeu avec un œil qui pleure du sang. Sur Saturn, bah c'est juste on fond un peu un mur avec un crochet et une chaîne dessus. Ça n'a absolument rien à voir. Si on fait ça en Europe, on fait ça en Amérique, bah c'est un suicide marketing, les gens vont pas comprendre. Il fallait montrer un homme avec une arme, avec des monstres, il fallait donner envie. On n'a pas du tout les mêmes envies et les mêmes, comment dire, par rapport à une jaquette, ça donne pas les mêmes envies. Et en plus à l'époque, il faut quand même se souvenir que c'était beaucoup la presse papier qui montrait ça, et il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des vidéos qu'on pouvait aller chercher sur YouTube, donc tout se faisait beaucoup avec la presse papier, et avec les jaquettes, les gens achetaient énormément via des jaquettes. Maintenant,
les années passant, on aurait pu se dire que ça aurait pu s'améliorer. Si on prend l'épisode, le remake du premier épisode, Rebirth, on a une jaquette qui est juste magnifique au Japon avec le hall du manoir, c'est juste sublime. Et chez nous, on a eu quoi? On a eu un fond coloré, plat. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est pas possible. En Amérique, ils avaient même eu encore autre chose. On voyait Jill en train de se faire attaquer par un zombie. C'était encore mieux. Donc des fois, on se demande, d'un point de vue marketing, à quoi ils pensent. Maintenant, les années passant, c'est quand même en train d'énormément changer. Je dirais depuis les épisodes Révélation, Outbreak, on a quasiment les mêmes jaquettes, même si à l'époque, si on prend Outbreak, ils avaient une jaquette, on voit, si on prend le deuxième épisode, quelqu'un qui tend la main à un autre qui sort d'une bouche d'égout, qui est en train de se faire attraper par des zombies et qui lui tend une arme, comme s'il lui disait « je vais mourir, c'est à toi » et sur fond noir. En Europe, on ne fait pas un fond noir, on fait un fond blanc et on enlève le pistolet. Ce qui fait que le sens est complètement changé. C'est plus « tiens, je vais mourir, je me sacrifie, je te donne mon arme pour que toi tu vives », c'est « pitié, sauve-moi ». Ça change complètement le sens d'une jaquette. C'est en 2019 que Capcom fait un beau cadeau aux fans de Biohazard en sortant le remake de Resident Evil 2. Alors on a juste envie de dire à Capcom à quand le remake du 3 et de Code Veronica. Alors, on l'attendait presque plus, hein, parce qu'il avait été annoncé, les fans le réclamaient. Quand Capcom a dit on le fait, c'est parti, la fameuse scène où on voyait avec le t-shirt We Do It, les fans étaient heureux. Pendant près de 2 ans, plus un mot, ils n'en parlent pas, ils ne montrent pas de vidéo, ils ne montrent pas d'images. Tout le monde commençait à s'inquiéter, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire du jeu? Est-ce qu'il est toujours en développement? Quel traitement ils vont lui donner? Est-ce que ça va être un jeu AAA? Est-ce que non, il va être traité un peu comme un spin-off? Quand le trailer a été dévoilé à l'E3 en 2018, ça a été la folie, les gens étaient rassurés, ils ont vu un jeu magnifique, ils ont vu des lieux, tout le monde était aux anges. Et c'est vrai que tester le jeu, l'avoir dans les mains, c'est être convaincu. Ils ont su reprendre ce qui faisait de ce jeu vraiment un succès, tout en changeant quand même certaines choses pour surprendre les joueurs. À l'époque, un zombie, on voulait l'éviter, on l'évitait très facilement. Là, ils cavalent quand même et ils nous agrippent bien. Même à plusieurs, ils peuvent nous agripper s'ils veulent. Et alors là, les dégâts, c'est une catastrophe. On franchissait une porte, on était tranquille. Ah bah là, les portes, ils les défoncent et ils nous poursuivent. On avait le personnage de Mister X qui nous poursuivait partout. Enfin, il ne nous poursuivait pas partout dans l'épisode de base, justement, c'était à des séquences précises. Quand on avait passé la séquence, on était tranquille. Là, ce personnage-là, il a étonné tout le monde. Quand on entendait le tchlac, tchlac, tchlac de ses pieds qui arrivait, on se disait bon, bah, il n'y a plus qu'à s'enfuir parce que lui, s'il m'attrape, c'est pareil, c'est foutu. Ils ont su apporter énormément de changements, rajouter des pièces supplémentaires, je dirais, dans le commissariat et dans d'autres endroits pour étonner un peu tout le monde, comme dans le remake du premier épisode. Ça le reprenait tout en ajoutant des bonus. On sent les personnages quand même qui ont été bien réalisés avec Claire, avec Léon. On a des lieux supplémentaires comme l'orphelinat, commissariat extrêmement bien réalisé. Je mettrais juste un bémol, moi j'attendais plus du laboratoire à la fin. On a l'impression qu'il se passe très très vite. Alors là encore ils ont rajouté des choses, ça change, ça c'est super, ça surprend. Mais je m'attendais pas à passer que 20 minutes. Si on connaît le jeu, on peut n'y passer qu'un quart d'heure, 20 minutes dans ce laboratoire. On a eu des lieux voilà, nouveaux, on a des personnages qui sont plus profonds. Le couple Annette-William Birkin, on sent autre chose que juste des scientifiques qui font rien et qui ne sont pas des parents. Ça va un peu plus loin, c'est intéressant. Par contre, il y a des choses scénaristiques qui ont été loupées, je pense, par rapport à l'épisode d'origine où on ne comprend pas et c'est pas dit. Et ça, c'est extrêmement dommage. Maintenant, Capcom a fait un superbe boulot sur ce jeu. Moi je suis extrêmement content, pareil il y a des modes bonus, il y a des défis, il y a les autres scénarios, on peut les refaire, il y a de quoi faire pour y passer des heures. Donc Capcom avait déjà répondu dans des interviews, on fait le remake du 2, nous verrons après si c'est un succès, on n'est pas fermé à d'autres remakes, c'était pas un oui, c'était pas un non, c'était une porte ouverte. Là le jeu est un succès, Capcom a clairement dit on ne ferme pas la porte. Capcom France, pour en avoir parlé avec eux, clairement on dit on a le retour des fans, ce qu'on nous demande le plus à aujourd'hui, c'est un remake du 3e épisode et de Code Veronica.
beaucoup plus du 3 que de Code Veronica. Ils l'entendent bien, ils le savent, ils remontent les informations. Je pense qu'il doit bien y avoir quelque chose dans les cartons. Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel. On attend l'annonce, on ne peut pas crier victoire trop tôt. Mais voilà, le seul risque, ça aurait été que le remake du 2 soit mal fait et se vende mal. C'est pas le cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est même pratique pour eux. Scénaristiquement, c'est déjà créé, les personnages sont déjà là, les lieux existent déjà. Il faut rajouter quelques petites choses et refaire tout ça graphiquement. C'est tout. Après, qu'est-ce que ça faut voir dans le temps, qu'est-ce que ça leur coûte. Et il y a aussi les consoles, les gens attendaient, ça fait 2 ans qu'ils attendaient une annonce pour le remake du 3. Là, à l'E3 de cette année, ils attendaient le remake du 3. On a des consoles qui arrivent en fin de génération, comme la PlayStation 4 et la Xbox One. C'était évident que rien n'allait être créé sur ces consoles. Là, on a une annonce de la PS5 qui arriverait fin 2020. Je pense que 2020-2021, on pourrait attendre quelque chose. Soit une annonce en 2020 pour un jeu qui sortira fin 2020 ou 2021, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut facilement s'attendre à quelque chose de bien là-dessus. Et je l'espère sincèrement, parce que j'aime beaucoup aussi l'épisode du 3 et du Code Veronica. Un remake du 3 en plus, il pourrait reprendre des décors du remake du 2. Ce serait facile, du moment où Jill passe vers le commissariat. Ce serait simple. Et un remake de Code Veronica, ce serait magnifique, quoi. Ce serait juste magnifique. C'est un jeu... ils peuvent rendre ça encore plus glauque qu'il ne l'était d'époque, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on parlait de Code Veronica, mais qui a un aspect glauque, c'est horrible. À l'origine, c'est un jeu, comment dire, qui partait sur une histoire de nazis. Le personnage d'Alexia et Alfred Ashford, à l'origine, c'était Hilda et Hilbert Kruger, qui étaient des petits-enfants d'un dignitaire nazi, qui s'était donc exilé après sur l'île Rockford pour faire sa vie, et si c'était allié à Umbrella, c'était pour faire des expériences génétiques, un peu comme à l'époque les nazis les faisaient pour la race aryenne. C'est d'ailleurs pas pour rien que Alexia et Alfred, ils sont blonds, aux yeux bleus, que Alexia, elle doit diriger tout le monde et que tout le monde doit la servir comme un guide. On trouve des chambres de torture, un camp de prisonniers, un four crématoire, des Luger, un tank, c'est un char tigre. Que des références à l'Allemagne nazie. À l'époque, après au Japon, ils ont vite, Capcom Japon a adapté ça. Ils ont dit non, ça passera pas en Amérique et en Europe, où ils n'avaient pas le même rapport, je dirais, à l'Allemagne nazie que nous. Mais tout ça en HD dans un remake, ce serait glauque à souhait. Alors là, je pense que ce serait difficile de faire pire que ça, et ça pourrait vraiment amener du survival horror, surtout l'horreur. Alors développer plus ou moins, on pourrait dire, parce qu'on le voit très peu dans le jeu, dans le scénario d'origine. On voit les vidéos, ils viennent chercher l'échantillon auprès de William Birkin, ça on voit. Il a son mode bonus, 4e survivant, comme il y avait dans le jeu de base, mais sinon, bah, pas plus quoi. Alors qu'en fait, on aurait peut-être aimé en savoir un petit peu plus sur lui. Maintenant, Capcom pourrait répondre. Attendez, vous avez un peu la réponse dans le jeu Opération Raccoon City qui était sorti à l'époque où on dirigeait une équipe, l'équipe de Hunk qui allait chercher le virus dans le laboratoire. Il pourrait nous répondre ça. Maintenant, on aurait, je pense, quand même aimé scénaristiquement parlant, peut-être le voir plus, ou diriger un scénario où de A à Z, il a un bon briefing, il doit aller chercher le virus, et après il doit s'enfuir, comme on a le cas dans ce scénario-là. C'est un personnage qui reste mystérieux, et je pense qu'ils veulent qu'il reste mystérieux. Quand ils rendent les personnages moins mystérieux, après ça se perd. Je prends l'exemple d'Ada. De base, dans le 2e épisode, elle était très mystérieuse. Dans le 4, elle était restée mystérieuse. Quand même, dans le 6e épisode, elle était plus mystérieuse parce que dans son scénario, elle n'arrête pas de parler. Elle s'arrête jamais. Donc, ça casse complètement le personnage. Alors que Hunk, lui, on n'en sait toujours pas plus sur lui. On connaît son visage, on l'a vu dans un épilogue de Biohazard 3, on sait quelque chose sur lui, on entend un peu parler de lui dans Code Veronica, dans un autre épisode, mais c'est tout, on n'en sait pas plus. Et c'est peut-être pas plus mal, c'est ce qui fait aussi la renommée du personnage et ce qui fait son mystère. C'est en 2002, juste après la sortie du Resident Evil Rebirth sur GameCube, que déjà l'idée de faire un remake du second opus était dans l'esprit de Capcom. Mais à ce moment-là, les équipes sont sur Biohazard 4 et Shinji Mikami ne veut pas en détourner les équipes. Il faudra attendre 2015 pour avoir l'annonce que le remake de Biohazard 2 est en développement. Le premier trailer sera montré à l'eCube 2018. Nous retrouvons Kazunori Kadoi et Yasuhiro Ampo à la tête du développement du jeu.
Shutsaku Uchiyama et Zenlan Kong pour la bande-son du jeu qui contient évidemment les musiques de l'original de 1998. Nous retrouvons dans ce remake les 4 scénarios du jeu original, A et B avec les 2 personnages de Léon et Claire, plus quelques nouveaux lieux. Hideki Kamiya a poussé pendant des années Capcom à faire ce remake. C'est Jordan McEwen qui prête ses traits à Claire et Edward Badaluta à ceux de Léon. Marvin Branagh étant basé sur le producteur de musique Patrick Levar. Succès commercial et critique, sorti sur PS4, PC et Xbox One, il s'est vendu à plus de 4,7 millions d'exemplaires au mois de septembre 2019, ce qui devrait encourager Capcom pour les futurs remakes de Biohazard 3 et Code Veronica. Tandis que Capcom commence à ressortir ses anciens opus en HD, en 2015 sort Resident Evil Revelations 2 sur plusieurs consoles de l'époque, et même que plus tard il sera également porté sur Nintendo Switch. Capcom, en roi du recyclage, en ressorti nombre de versions des opus de Resident Evil, notamment le 1 que l'on a pu retrouver sur 3DS, sur Wii avec les éditions archives, etc. ainsi que des versions upscalées en 720p pour les consoles comme la PS3 et la PS4, Xbox 360 et Xbox One. Ils ont également sorti des volets en dehors de la saga principale comme les Gun Survivor ou Resident Evil Outbreak, puis les Umbrella Chronicles et Darkside Chronicles, Révélation et d'autres. Nous ne pouvons parler de tous, mais ceci n'apporte pas grand chose ou peu au volet de la saga principale. À vous de voir si en fan hardcore, vous voulez vous acheter tous les opus et toutes les versions existantes. Bon courage, surtout si vous voulez les versions japonaises, américaines et françaises de chaque jeu. Il vous faudra de l'argent et une pléiade de consoles puisque même un opus existe sur Game Boy Color. A noter que certaines versions physiques comme par exemple Biohazard HD Remaster, Biohazard 0 HD Remaster ou encore Biohazard Revival Selection ne sont sorties qu'au Japon. Chez nous, elles n'existent qu'en dématérialisé. C'est en 2002 que sort le premier film tiré de la saga des jeux vidéo. Il est réalisé par Paul W. Anderson à qui l'on doit Mortal Kombat et en vedette on peut voir Mila Jovovich ainsi que Michelle Rodriguez. À l'origine c'était George Romero qui devait faire le film puisque George Romero avait fait une publicité pour Biohazard 2 au Japon. Il avait fait un court métrage avec des gens qui faisaient Léon, Claire et puis les zombies. C'était totalement dans son esprit des films d'époque. Et il avait proposé un scénario à Capcom pour faire une retranscription, je dirais, du premier jeu de la saga avec la découverte du manoir Spencer par l'équipe Stars. Donc je trouvais d'ailleurs ce scénario très bon, il trouva par n'importe qui sur internet gratuitement, parce qu'il reprenait ce premier scénario, mais en apportant beaucoup de nouveautés et en s'adaptant. Quelqu'un qui venait regarder le film ne pouvait pas dire je sais comment ça commence et je sais comment ça va finir. Non, les personnages étaient différents, ils avaient une histoire qu'il avait travaillée, des relations qu'il avait travaillées. C'était franchement fascinant et on se disait qu'avec Romero, après on apprécie ou on n'apprécie pas son style de film, mais si on l'apprécie, on se dit mais ma licence favorite avec ce réalisateur-là, mais c'est banco, c'est magnifique, c'est un rêve qui se réalise. Et la douche froide le jour où Capcom nous dit eh ben non, finalement c'est refusé et on va prendre Paul Anderson. On regarde un peu sa cinémographie avant, on se dit oui, bof, on va voir. Donc j'avais été voir le film très facilement et rapidement, moi au début, quand il est sorti, parce que j'étais curieux quand même, hein, pour voir ce que ça allait donner. Ça a été la douche froide là encore. On ressort, on se dit mais pourquoi, comment? Mais je trouverais quelques excuses à ce film parce que là encore il prend des éléments de la saga mais sans forcément tous les massacrer et en apportant des choses nouvelles. Donc pourquoi pas, il reprend un peu le manoir, il reprend un laboratoire, une expérience qui se rate, une personne qui se retrouve un peu piégée là au milieu, le rôle de la personne d'Alice, une équipe d'intervention qui arrive, qui se fait décimer et après ils veulent s'enfuir. Il y avait beaucoup de clins d'œil je dirais quand même au jeu, même si c'était pas toujours bien fait. Par contre dès le deuxième film,
On part dans un délire complètement abracadabrantesque, avec des personnages qui sont pas respectés, le personnage d'Ashford qui est censé être quelqu'un de sadique, de mauvais, qui devient tout d'un coup gentil. On a un Némésis en carton-pâte qui fait 1m60, qui fait pas peur du tout, qui se bat à poings nus avec le personnage d'Alice, qui elle-même a gagné des pouvoirs surnaturels entre-temps. On sait pas d'où ça sort, suite à des expériences et tout. Là, le massacre a commencé. Après le deuxième film, il a été réalisé par une personne, je crois, qui était deuxième ou troisième assistant sur le premier film. Enfin, voilà, ça n'avait plus rien à voir. Il a été propulsé là-dedans, c'est normal. Des scènes hollywoodiennes avec Alice qui passe en moto à travers le vitrail d'une église. Tout était massacré. Les monstres, les personnages, les scénarios. Plus on avançait, pire c'était. Ils utilisaient plus la licence qu'autre chose. Maintenant, il faut reconnaître que ça a eu un succès incroyable au cinéma. Ça a rapporté tellement d'argent qu'ils continuaient de faire des épisodes. Pour Capcom, c'était une manne d'argent, pour les producteurs et les réalisateurs aussi, parce qu'à la fin, ils ont fini avec 5 ou 6 films, je crois quand même. Et aujourd'hui, ils sont en train de parler de faire un reboot. Donc, c'est pas pour rien, c'est que vraiment, ça rapporte des millions et des millions, quoi. Ils s'en sont inspirés, il y a même des gens qui ont découvert la saga avec les films. Ça aussi, pour Capcom, c'était fantastique. On peut citer par exemple en Amérique les 2 épisodes Outbreak qui, la police d'écriture pour le nom Resident Evil, c'était la même police d'écriture que celle du jeu. Pour clairement dire, regardez, ça aussi c'est Resident Evil. Et il y a des gens qui découvraient ça. Ah, il y a des jeux aussi? Ah bah oui, il y a des jeux. Mais voilà, pour moi ça n'a rien à voir entre les films et les jeux. C'est un massacre de la licence, quoi. Donc j'espère qu'un reboot ou une série télé, il était question sur Netflix, ça revient tous les ans, comme quoi il va y avoir une série télé, il y avait une série aussi ailleurs, Harkley, qui devait sortir. S'ils font ça, ça peut être pas mal en épisode, je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes choses par rapport à ça, mais voilà, si ça partait un peu moins dans l'action, mais plus sur la tension, la peur, l'oppression, la survie, je pense que ça pourrait être magnifique. Mais les films, ouais, j'essaye de les oublier, ceux d'Anderson. Je dirais qu'il y a quasiment surtout le premier film qui essaye de coller un peu entre le premier et le deuxième épisode. Après, ils peuvent reprendre un principe, ils peuvent reprendre une idée, un personnage, mais c'est un mélange incroyable, un patchwork de tout, avec de l'originalité de leur part, qui fait que ça devient n'importe quoi, ça va dans tous les sens, ça devient hollywoodien, mais pas du bon hollywoodien, je dirais. C'est franchement... Enfin, moi, à la fin, j'ai plus rien compris, j'ai même pu essayer de comprendre. Hein. Ils reprenaient les personnages avec leur tenue, etc. Mais c'est tout, quoi. C'est décevant. En 1997, la société Constantin Film acquiert les droits cinématographiques de la franchise Resident Evil. Alan B. McElroy sera peut-être le scénariste. Mais Sony, via leur maison de production Columbia TriStar, décroche finalement les droits et budgète un film de 40 millions de dollars. George Romero est embauché par Sony Pictures et Capcom pour en faire le scénario. Mais le scénario de Romero, bien qu'approuvé par des gens de chez Capcom et de la société Constantin Film, est rejeté par Bernd Ettinger, le producteur de Constantin Film, et par Yoshiki Okamoto de chez Capcom. Ce dernier déclarera d'ailleurs « Le script de Romero n'était pas bon, alors il a été viré ». C'est donc Paul W. Anderson, à qui l'on doit au hasard Mortal Kombat, qui est embauché en 2000 pour écrire un scénario. Peu après, il est annoncé comme réalisateur et scénariste. Paul Anderson déclarera que les films n'auront pratiquement aucun lien avec la série des jeux vidéo, car il ne voulait pas faire des scènes du jeu vidéo qui soient mal réalisées à l'écran, car cela était trop courant au cinéma, et que Resident Evil devait avoir une bonne adaptation visuelle. 6 films seront donc réalisés. Anderson engagea Mila Jovovich pour le rôle principal. À cette époque, l'actrice était la femme d'Anderson, comme elle l'était avec Besson au moment du 5e élément. C'est QFD. Anderson gardera le contrôle de près ou de loin sur les 6 films avec l'aide de Bernd Ettinger, Samuel Hadida et Jeremy Bolt. Des personnages du jeu vidéo apparaîtront dans les films. Albert Wesker, Jill Valentine, Chris et Claire Redfield, Léon S. Kennedy, Carlos Oliveira, Barry Burton, Ada Wong et James Marcus. Il y aura même les Ashford. Les budgets respectifs des films seront de 33 millions de dollars pour le premier, 45 millions de dollars pour Apocalypse et Extinction, 60 millions de dollars pour Afterlife, 65 millions de dollars pour Retribution et 40 millions de dollars pour le chapitre final. Chaque film doublera ou triplera sa mise, ce qui en fera la licence tirée d'un jeu vidéo la plus rentable. Elle a rapporté en tout plus d'1 milliard de dollars, malgré qu'elle soit très éloignée des jeux originaux. Joli coup pour Capcom et Sony. Nous retrouvons Mia Jovovich dans le rôle principal d'Alice et Michelle Rodriguez pour le premier film, Sienna Guillory pour le rôle de Jill Valentine, Oded Fehr
pour Carlos Oliveira, Jared Harris et Sophie Vavasseur pour les Ashford, Ali Larter pour Claire Redfield, Jason O'Mara et Sean Roberts pour incarner Albert Wesker, Wentworth Miller pour Chris Redfield, qui est très connu pour son rôle de Michael Scofield dans la série Prison Break, Lee Bingbing pour Ada Wong, Kevin Durant pour Barry Burton et Johan Herb pour Léon S. Kennedy. Il y aura également Ian Glenn dans le rôle du Dr Alexander Isaac. Resident Evil, c'est également des films d'animation en CGI ou en images de synthèse si vous préférez. Le premier sera en 2000, il s'agit de Biohazard 4D Executor. Vient ensuite l'excellent Resident Evil Degeneration, sorti en 2008. Et petite particularité pour celui-ci, il est disponible sur le support UMD de la PSP de Sony. Alors le 4D Executor, c'est spécifique parce que lui, il n'était pas vraiment sorti en cinéma. En fait, c'était une attraction qui était située dans un parc d'attractions à Osaka. Donc 4D parce qu'il y avait les sièges qui bougeaient, fumaient et tout. La personne qui regardez ça, c'était fantastique. C'était une aventure de l'équipe UBSS, donc d'Umbrella, suite au 3e épisode. Ils venaient dans Raccoon City et étaient poursuivis par un monstre. C'est une bonne expérience quand même pour les gens, je pense, qu'on pu voir ça, et c'était disponible donc que au Japon, que à ce lieu-là. C'est en 2012 que nous avons droit à Resident Evil Damnation. Enfin, en 2017 fut édité Resident Evil Vendetta, qui à ce jour est le dernier film d'animation sorti. Par contre, les 3 films après, des Générations, Damnation, Vendetta, eux sont sortis au cinéma, avec des sorties des fois un peu confidentielles, je dirais, que dans certains cinémas. Par exemple, des Générations, quand il est sorti en France, c'était une projection privée, avec d'ailleurs quelqu'un de Capcom Japon qui était venu, mais c'était très spécifique, il fallait être invité. C'est des films qu'on ne voyait pas forcément en cinéma, c'était des fois, c'est directement en DVD. Mais il y avait ce mérite-là de vouloir créer ça, et personnellement je trouve ça bien meilleur que les films créés par Anderson. Ça reste dans la timeline de Capcom, c'est respecté, ils reprennent des personnages qu'on connaît, qu'on apprécie. Après, des fois, là encore, il y a un peu d'hollywoodien, surtout dans Vendetta. Quiconque l'a vu sait ce que Léon fait avec sa moto, c'est quand même assez incroyable. Hein. Mais c'est agréable de voir ça. Et puis voilà, tous les 3-4 ans peut-être, eh ben, on a un film d'animation avec Capcom. Et force est de constater que quand même, ils respectent beaucoup mieux l'environnement que Anderson ne l'a fait. Donc non, moi j'apprécie bien ces films, c'est divertissant et c'est respectueux de la saga. Allez, on va faire un petit tour du côté des goodies et des éditions collector anniversaire de la saga des jeux vidéo Biohazard. Il existe énormément de choses, des milliers d'objets sur beaucoup de catégories, donc c'est vrai que je pourrais en parler des heures tellement il en existe. Les premières choses sont sorties énormément au Japon, les packs collector. Ça a commencé, je dirais, avec Code Veronica, avec le fameux pack collector déjà avec la Dreamcast dont on a parlé, l'édition avec le fourreau rouge pour le jeu aussi sur Dreamcast. Après, à partir de là, les éditions collector ont commencé à arriver très régulièrement. Il y a eu en effet le coffret du 5e anniversaire limité à 10 000 exemplaires qui est juste magnifique. La mallette en aluminium où quelqu'un qui avait la PlayStation 1, 2 pouvait jouer à tous les épisodes de la saga, vu qu'il y avait le 1, le 2, le 3. Il y avait Code Veronica. Ils offraient en plus un DVD avec plein de bonus qui expliquaient la saga, une interview de l'équipe dont faisait partie par exemple Mikami. Un DVD qui est après sorti en Europe, mais qui a été presque censuré parce que cette partie de l'interview n'y était pas. Il faut dire que l'équipe affalée à un bar avec les 3/4 qui finissent à la fin endormis sur le bar avec les verres de saké. Ça faisait peut-être pas terrible en Europe. On aura en effet après avec l'époque de la GameCube le coffret qui va sortir avec le contrat qu'ils avaient avec Nintendo. Le but c'était d'offrir tous les épisodes sortis sur GameCube, c'était une première, donc le remake, 0, le portage du 2, le portage du 3, le portage de Code Veronica et après Biohazard 4 qui sortait, c'était un très beau coffret là aussi limité à 10 000 exemplaires. Et après dès que sortait quasiment un jeu,
il y avait une belle édition collector, ce qu'avant c'était on offre un petit objet en bonus. Ça, ils ont toujours eu au Japon, les bonus de précommande, des jeux concours. Ça a commencé du premier épisode jusqu'à aujourd'hui, des choses que nous on commence seulement à voir depuis quelques années. Des objets qui valent très cher alors qu'il y a écrit en gros not for sale dessus. C'est là tout le paradoxe. C'est souvent en tant que collectionneur ce qu'on recherche le plus parce que non, ça ne se vend pas, c'est en édition limitée, il faut trouver quelqu'un qui le vende. Et eux, ils avaient des concours magnifiques, ils offraient des choses, des objets très qualitatifs. Voilà, pour Code Veronica, pour revenir dessus, une petite boîte à musique avec la musique des jumeaux Ashford, qui est très prisée, qui se vend des milliers d'euros. C'est un magnifique objet à avoir dans sa collection, mais jamais on aurait quelque chose comme ça chez nous. Donc après, maintenant, c'est sûr que quand on a des jeux qui sortent avec des éditions collector un peu plus chères, on commence à avoir ça en Europe, on commence à l'avoir. Parce qu'avant, on avait des versions aussi collector, mais qui étaient toujours moins belles qu'au Japon ou en Amérique. C'était très frustrant, on l'a vu avec Resident Evil 6, on avait la première, je dirais, vraie édition collector en Europe qui sortait, avec un coffret, un suite, quelques petits objets comme ça. On nous la vendait 150 € alors qu'elle était moins belle que dans le reste du monde. Ça a été frustré. Tout le monde a été frustré, les collectionneurs étaient déçus, elle n'a pas marché, elle s'est vendue 50 € quelques mois après dans tous les magasins, tellement elle ne se vendait pas, ils la bradaient. Par contre, il faut souligner l'effort de Capcom, par exemple, là pour le collector de Resident Evil 2 Remake, je considère qu'on a eu la plus belle édition collector. Très beau coffret, et nous on nous a rajouté les répliques des clés du commissariat, et ça, le coffret collector américain ne l'a pas, le coffret collector japonais ne l'a pas. Mais ils ont toujours quand même, eux, d'autres éditions collector plus jolies que nous. Ils en ont eu une, par exemple, avec une machine à écrire à 800 €, quoi. Nous, on n'a pas eu ça. Donc il existe de tout. Il existe des figurines, il existe des statuettes, il existe des cartes. Ils ont eu des cartes téléphoniques, ils ont eu les bandes originales des jeux, ils ont eu... Qu'est-ce que je pourrais dire? Il existe tellement de choses. Les jeux, les éditions de jeux, il existe énormément. Ils ont... Les répliques d'armes qu'ils ont fait avec Marui, il y en a des dizaines qui sont sorties depuis le début. Ils en ont sorti une première en 1999 ou en 2000 avec la réplique du Samurai Edge de Jill. Après ils en ont ressorti d'autres, maintenant ils en ont moins une dizaine. C'est des répliques qui valaient à l'époque entre 150 et 200 €. Aujourd'hui ils les ressortent, elles sont plutôt d'une valeur de 250 €. Ils en ont sorti une énorme, une réplique d'une arme que peut avoir Chris dans un scénario du 7e épisode, elle valait 600-700 € parce que c'est un mastodonte. Mais en effet, c'est magnifique parce que les répliques sont très belles, on peut tirer avec des billes, mais elles sont fidèles. Maintenant, il y a des beaux coffrets aussi pour les accompagner. C'est génial, quoi. On pourrait citer des guides de jeux. Au Japon, chaque jeu sort, il y a un ou plusieurs guides. Nous, en France, officiellement, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 7 guides qui sont sortis sur toute la saga. Au Japon, il y en a plus de 70. Ça fait quand même un écart. Ils ont beaucoup d'artbooks aussi, que nous, on n'a pas. Il y a beaucoup de coffrets qui font des fois pour des anniversaires aussi, avec un t-shirt, un livre. Ils ont sorti des planches de timbre sur la saga. Ils ont sorti des calendriers. Tellement de choses, des porte-clés. On pourrait en citer des mugs, des horloges, des montres. Il y a énormément de choses, des vêtements aussi, parce qu'on ne parle pas des vêtements, mais il y a des vêtements, les t-shirts, les pulls, les casquettes, et on peut rajouter à tout ça, tout ce qui est événementiel chez eux. Ils créent des bars et des cafés événementiels, où il y a des goodies qui sont spécifiques, qui sont très difficiles à se procurer aussi des fois. Il y a des attractions dans les parcs qui font, il y en a aux Universal Studios, à Osaka, il y en a eu, parce qu'il y avait, enfin c'était pas une attraction, il y avait le Capcom Bar, il y a le Capcom Café qui existe toujours, il y avait l'attraction qu'il y avait au Japon à Sega Joy Police avec sur Biohazard 7, là ils sont en train d'en relancer une autre aux Universal Studios. C'est éphémère, ça dure à chaque fois 2-3 mois, mais pour les Japonais c'est fantastique et nous on rêve tous d'avoir ça, quoi. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon, une fois en 2008, une fois en 2018, et bon ça... Le Japon, c'est pas forcément l'Eldorado qu'on penserait par rapport à certaines choses. Tout le monde pense que dans tous les magasins, on va trouver tous les jeux Biohazard, toutes les figurines, etc. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Faut chercher pour trouver certaines choses, hein. Pareil même pour les répliques d'armes, c'est pas forcément évident. Faut se documenter avant, faut chercher les boutiques, faut savoir où aller. Je sais que lors de mon second voyage, je m'étais énormément documenté. J'ai pu visiter les boutiques fantômes qui étaient à Akihabara. Donc tous les habits, les accessoires, les patchs Biohazard, c'est un vrai plaisir de trouver ça.
Dans Akihabara, il y a beaucoup d'autres boutiques. Il y avait Kotobukiya, par exemple, qui venait de sortir les figurines de Biohazard Vendetta. Quand on fouille tous les magasins de jeux vidéo d'occasion, les Book-Off et compagnie, on a des jeux qui nous reviennent à 2 €, qui sont dans un état irréprochable en connaissant le soin que portent les Japonais à leurs jeux et à leurs livres. J'ai eu la chance aussi d'aller donc au Sega Joypolis, le parc d'attractions qui se situe à Odaiba à Tokyo, et de faire l'attraction Biohazard 7, qui est un peu comme un escape game où ils ont reproduit la maison de la famille Baker, dont il faut s'enfuir, faire des choix. On est poursuivi par Jack avec sa pelle. C'est des choses fantastiques, quoi. On trouve aussi des gashapon Biohazard. J'en ai déjà montré sur mon site ou dans des vidéos. Ils font les gashapon qu'on connaît bien au Japon. Nous, on les voit de loin, des pins, etc. Là-bas, c'est plaisant d'être dans la rue et puis de mettre 200 yens et de tomber sur un pins Biohazard. C'est juste fantastique. Ils ont tellement de choses là-bas. Si on connaît les lieux, qu'on s'est bien renseigné, on peut régulièrement en trouver, et plutôt à bon prix. Sauf voilà, comme je disais, les vêtements fantômes qui sont extrêmement chers. Mais si on se renseigne bien, on peut trouver des répliques, des vêtements, des livres, des jeux. Et ça, c'est juste le paradis pour un fan, et encore plus pour un collectionneur comme moi. En plus, on dit, allez hop, on va les visiter, on va aller au pied des locaux de Capcom. J'avais été à Osaka pour faire ça. C'est juste fantastique, c'est juste fantastique. Nous ne pouvons vous faire une liste exhaustive tellement il existe de goodies sur la franchise et auxquels s'ajoutent les DVD et Blu-ray des films et des films en CGI. Nous ne vous montrons qu'un échantillon, à vous collectionneurs de faire le reste. Nous terminerons cette partie en vous conseillant les romans de la talentueuse SD Perry qui apporte un univers étendu de qualité à la saga, comme nous l'explique Michael. Alors elle a fait plusieurs romans et c'est vrai il y a 2 types de romans. Il y a ceux qui s'adaptent à partir des jeux, elle y apporte sa sauce, elle apporte même de nouvelles choses, de nouveaux personnages, comme le personnage de Trent qu'on n'a jamais vu dans les jeux, mais qui scénaristiquement est très intéressant. Elle sait très bien reproduire les jeux, on voit qu'elle s'est bien documentée, qu'elle a joué, parce qu'elle donne des détails. Quelqu'un qui est fan, qui lit ses romans, c'est un vrai bonheur, et ça, c'est pas évident. Beaucoup de gens s'y sont cassés les dents à faire des adaptations de jeux vidéo. Là, tout le monde, ou presque, est unanime pour dire que ces adaptations, elles sont juste fantastiques. Mais elle a aussi créé elle-même des épisodes à part, c'est presque un roman sur 2, où elle a créé un scénario original, avec des personnages de la saga. Et elle s'en sort plutôt bien, parce que franchement, ça reste logique, c'est des choses qu'on aurait pu voir dans un jeu, dans un spin-off. Et même si scénaristiquement Capcom ne retient pas la trame qu'a créée SD Perry, à côté de ça, elle est juste magnifique et les fans adorent. Et c'est quelqu'un de très bien, de très sympa. Je sais que sur Resident Evil France, on avait fait une interview d'elle il y a à peu près 1 an. Elle était étonnée que les gens, plus d'une dizaine après de la sortie des romans, soit toujours aussi fan de ses livres et les apprécie autant, quoi. Et elle se souvenait plus de tout, etc. Mais elle a dit que ce serait un plaisir de continuer pour elle ça. Elle avait écrit ça à l'époque où elle sortait d'études. Elle a dit elle passait des nuits, elle jouait, elle refaisait son livre, etc. pour être le plus précis possible. Et ça se sent bien. Il y a vraiment... elle était vraiment animée de bons sentiments pour créer ces romans-là. Moi, je trouve que c'est une excellente réussite, parce qu'il y a aussi eu des comics, mangas, ce genre de choses sur la saga. Mais le plus réussi, et pourtant c'est par écrit, c'est les romans de Perry, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a plein de projets, je pense, pour Capcom. Ils doivent bien avoir ça dans les cartons. Voilà, ils nous ont juste dévoilé le projet Résistance pour l'instant.
Je pense qu'ils de toute façon ils sont en train de bosser sur un Resident Evil 8, il l'avait dit, on le sait, dès qu'ils finissent un épisode principal numéroté, ils commencent à travailler sur le prochain. On n'en sait rien, il n'y a pas d'image, pas de scénario, pas de vidéo, on n'en sait absolument rien, mais ils doivent être en train de bosser dessus sur l'épisode principal. J'imagine et j'espère qu'ils doivent être en train de travailler sur un remake, après celui du 2, là, il y a de quoi faire, le succès a été au rendez-vous, donc est-ce que ce sera le 3, ce sera Code Veronica? Je pense que la facilité, ça serait d'aller dans celui du 3, donc peut-être qu'ils s'orienteront plus là-dessus, on verra, en tout cas ils ont toutes les cartes en main pour y aller. Projet Résistance, c'est très bizarre, c'est spécifique quand même comme mode de jeu, on dirait un peu voilà, un mode mercenaire à la moderne, mais dont ils vont faire un jeu, c'est d'ailleurs un peu un reproche des gens, de dire mais vous n'allez pas faire un jeu de ça, c'est un mode bonus ça. C'est le reproche qui avait été fait au mode mercenaire. Là, Project Resistance, c'est clairement ça. Donc, ça peut marcher, mais en bonus, ou alors à un prix plus bas. Ça, c'est pas un jeu, je pense, qui pourrait se vendre à 40, peut-être 30 € et encore, à 20 € peut-être, mais au-delà, j'ai du mal à y croire. Parce que l'idée n'est pas mauvaise, mais par contre, scénaristiquement, ça n'apporte rien. Au niveau des personnages, pas grand-chose. Je pense que c'est plus un jeu qui est là pour faire patienter les fans, avant d'avoir quelque chose de plus consistant, un épisode beaucoup plus lourd, et c'est normal, parce que les temps de développement sont grands. Et peut-être que Capcom est tout simplement en train de tester aussi l'accueil des gens par rapport à ce jeu. Ils ont répondu à beaucoup de fans aussi en disant « on vous entend, vous nous faites tel ou tel reproche, on va travailler dessus et on va essayer d'améliorer ». Beaucoup de gens, même au début, se disaient « ce jeu, c'est un teaser pour un nouveau Outbreak ou un Resident Evil 3 remake ». Là, ils sont tombés de haut, mais tout serait possible. Capcom a très bien su par le passé jouer avec les gens et tout d'un coup retourner sa veste et pouf, la surprise, la bonne surprise. Donc je l'espère. Moi, ce que j'espère en tout cas, c'est quoi qu'il arrive, l'aspect survie et horreur soit là comme il était dans Resident Evil 2 Remake, parce que là aussi, même si je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, l'aspect survie il était là, hein, les munitions elles couraient pas les rues. Dans le 7 aussi on l'a eu, donc en fait j'ai envie de dire que première ou troisième ou deuxième personne ça me dérange pas. Mais il faut l'aspect survie, cet aspect sombre, et vraiment voilà, on se dit j'ai fini le jeu, je suis fier de l'avoir terminé et je l'ai mérité. Ne pas aller dans la facilité et faire de l'action à outrance, je pense que ça ils s'en sont rendus compte. Donc ils ont énormément de possibilités pour l'avenir, ils écoutent les fans et ça c'est une chance qu'on a, maintenant c'est une nécessité aussi pour eux, mais malgré tout il y en a qui s'acharnent, qui ne veulent pas. On pourrait citer d'autres sociétés comme Konami qui n'en ont rien à faire, tout le monde peut demander un Silent Hill, eh ben il vient pas, et il est même abandonné, c'est une grande tristesse. Là-dessus, Capcom écoute et avance. Donc dans quelle direction on va, c'est pas simple de le dire, en tout cas parce qu'on le sait pas, mais on a tous hâte de le savoir et on espère avoir une très grande surprise. Comme je suis collectionneur depuis maintenant un peu plus de 16 ans sur tout ce qui a un rapport avec la saga, j'ai créé en fait un site en 2009, donc on peut le retrouver sur residentevilcollection.fr. Je suis aussi sur Facebook, Instagram, YouTube, sur tous ces réseaux sociaux-là. En fait, mon but, c'est de partager cette passion-là. Donc, au moins une fois par semaine, je poste un objet, je le rajoute sur mon site, je montre des photos de l'objet et je donne toutes les informations que je peux dessus, ses conditions d'obtention, son prix, sa taille, son poids, et en faisant une petite analyse sur cet objet. Donc, j'ai un peu de tout. À la maison, j'ai une pièce qui est consacrée à la collection. Il y a des milliers d'objets dedans. J'ai d'autres collègues pareil qui sont collectionneurs. Avec le temps, on noue des liens avec des gens un peu partout dans le monde. Voilà, Amérique, ça peut être Belgique, Espagne, vraiment toute l'Europe. Japon, c'est pas facile, mais j'en connais quand même quelques-uns. Et ça, c'est toujours plaisant parce que c'est des gens qui sont d'une gentillesse extraordinaire, toujours prêts à aider. Donc moi, voilà, j'ai eu la passion déjà pour le jeu en 1996, mais dès que je me suis rendu compte en 2003 qu'il y avait des produits dérivés sur cette saga, j'ai fait un choix dans ce que je voulais choisir, mais les beaux objets, j'adore ça, exposer, les avoir, mais surtout partager avec les gens pour les montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent tout ce qui peut exister sur la saga et comment les obtenir, donc c'est toujours bien d'échanger avec les gens à ce sujet-là. J'ai la chance... oui, de pouvoir communiquer aussi avec Capcom.
parce que j'ai mon site et je fais partie aussi de l'équipe d'un autre site, Resident Evil France. Donc d'être invité pour des tests de jeux avant leur sortie, de faire des tests de jeux, etc., des soirées d'avant-première, ce genre de choses. Donc comme on a une super équipe chez Capcom France, que je remercie d'ailleurs, on peut voir beaucoup de choses avant, découvrir et vivre notre passion, mais pleinement. C'est juste un bonheur à ce niveau-là de toujours partager. Je pense que tout passionné, il n'a qu'une envie, c'est d'échanger et de partager voilà, sa passion. Moi c'est le cas aussi bien pour les jeux que pour l'aspect collection. Rien que quand on regarde le nombre de personnes qui suivent la page Resident Evil et Capcom France, on arrive à des chiffres qui sont supérieurs à celles d'autres pays. Des fois c'est très étonnant, des pays beaucoup plus grands que nous. Donc oui, on a une très grande communauté à ce niveau-là. Ça peut être des joueurs, des cosplayers, des collectionneurs, de fans tout simplement. On a une très bonne communauté et qui vit bien. Hein. Tous les ans, à Japan Expo par exemple, on organise un rassemblement pour tous les fans de Resident Evil, des cosplayers, des collectionneurs, des joueurs. Tout ça dans la bonne humeur, les gens discutent, échangent, on fait des photos, on rigole, on passe un bon moment ensemble. Et il y a d'autres événements qui s'organisent aussi comme ça. Non, on a une très bonne communauté par rapport à ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi que voilà, Capcom est fort et fait de belles choses chez nous. Ils savent qu'il y a une bonne communauté, qu'il faut savoir y répondre. Il y a les ventes d'un côté et il faut savoir aussi gérer les gens parce que c'est pas forcément évident. Des fois j'ai l'occasion, des fois non. Quand je peux, d'un point de vue personnel, m'y rendre, j'y vais parce que voilà, régulièrement, oui, je suis invité. Ça peut être voilà, la Paris Games Week, ça peut être Japan Expo qui a quelque chose par rapport à Capcom et qui m'invite. Ça peut être les soirées que Capcom organise aussi pour faire des tests. Avant voilà, que ça sorte, on a certaines démos qui arrivent. Alors oui, j'ai cette chance-là. Dès que je peux y aller, je m'y rends parce que c'est toujours un plaisir d'avoir cette chance tout simplement. Outre le site de Michael et celui de Resident Evil France, vous avez également celui de Biohazard France et évidemment celui de Capcom où vous retrouverez des infos régulières sur la saga. Un grand merci à Michael d'être venu nous parler de Biohazard Resident Evil, une saga qui a marqué le jeu vidéo. Il y a clairement un avant et un après Resident Evil. Cette émission Phase S numéro 19, très spéciale de fin d'année, est à présent terminée. Et vous retrouverez une émission classique dès le début de l'année prochaine consacrée à l'héroïne de DC, Wonder Woman, avec un focus particulier sur la série de 1975 avec Linda Carter. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année 2019 et une très belle année 2020. Rendez-vous dans quelques mois pour un prochain numéro de Phase S. Quelqu'un nous prend en photo. Et voilà, l'émission touche à sa fin, on espère que vous avez passé un bon moment à la regarder. En tout cas, nous on a vraiment kiffé d'être au Japon. À la prochaine, de gros bisous, bye bye. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir.
Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir. The self-destruct system